Voyez votre site comme si vous étiez Ikea en fait. Il y a toujours un moyen, on n'est jamais dans un cul-de-sac, on peut toujours aller vers quelque part et on nous emmène toujours vers l'endroit où il faut dépenser plus de notion de SEO défensif. Quand on est premier, on ne s'arrête pas parce que c'est plus facile d'entretenir une top position qu'une fois qu'on l'a perdue, Ah, c'est dur de remonter. récupérer. Il y a des stratégies de SEO à faire pour ça qui sont différentes de celles qui permettent d'acquérir de bonnes positions et le fait de créer, d'améliorer sa topical authority. C'est plus du SEO défensif que du SEO position, même si ça marche. Les gens ont cette fascination sur le quota de crawl. Quand on a un site qui a 1000 pages ou 10 000 pages, juste le quota de crawl, on s'en fout. Ouais. Avant de démarrer, un mot rapide pour remercier le sponsor de cet épisode, Linkuma. Linkuma, c'est une plateforme de netlinking que vous pouvez utiliser pour acheter vos liens à partir de 7€. On en reparle au cours du podcast, on s'excuse aussi pour le son au début de l'épisode, vous allez voir, ça disparaît après quelques minutes d'écoute. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Position 0 saison 2. Aujourd'hui avec Lucas on a l'honneur de recevoir deux mastodontes du SEO qu'on connaît bien puisqu'ils ont créé notamment l'un des outils que j'utilise presque quotidiennement qui s'appelle Your Text Guru. Normalement juste en lisant ce mot vous devez savoir de qui il s'agit. Sylvain, Guillaume, bonjour. Très content de vous avoir. Bonjour messieurs, on est très contents d'être là. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, ça nous fait super Vous n'êtes plaisir. pas très loin en plus, c'était pratique. Ah oui, non, on a vu d'à côté. Bon, magnifique. Alors, pour l'histoire, ce sera le seul épisode où on sera à 4, parce que, comme leur nom de famille l'indique, ces messieurs sont frères. Et donc, je vais commencer par présenter Sylvain directement à ma droite. Sylvain, tu es né le 19 octobre 77, comme Thierry Beccaro. Est-ce que ça te parle? Motus alors. Voilà, exactement. Alors, on va préciser quand même que Thierry Beccaro est un animateur de télévision français. Voilà, parce qu'on ne sait pas l'âge qu'ont les gens qui nous regardent, mais on sait qu'il y a des plus jeunes aussi. Donc, Exactement. Moi, personnellement, je le connaissais pas. Connu pour le jeu télévisé Motus et ses blagues un petit peu limites. Voilà. ça passerait plus aujourd'hui. Ça sera le titre de l'épisode, on décortique le succès de Thierry Beccaro. Donc pour te présenter, toi tu as fait plusieurs métiers, tu as commencé par la vente de poissons, on en discutait tout à l'heure à l'entrée. C'est vrai, oui, j'ai travaillé dans la poissonnerie familiale, comme Guillaume aussi d'ailleurs, tous les week-ends, 2 jours par semaine. Et vous bossez toujours en famille en plus. Et on bosse toujours en famille, voilà, mais on ne vend plus de poissons. Mais on bosse toujours en famille. Ouais. L'exemple parfait de l'entreprise familiale. Puis après tu as continué en tant qu'enseignant-chercheur, si je ne me trompe pas. Ouais, tu ne te trompes pas, donc j'étais enseignant-chercheur à la fac d'Orsay, puis de Caen. J'ai une équipe de recherche en algorithmique. Ok. Jusqu'en 2014. Ok. Voilà. Donc tu travaillais un peu sur ce qu'on appellerait plus communément aujourd'hui l'IA. Tout à fait, oui. C'est vrai que maintenant on appelle ça comme ça. Avant on faisait des algorithmes d'aide à la décision, c'est tout à fait pareil. C'est la même chose. Ouais, j'ai fait ça pendant assez longtemps, pendant une grosse dizaine d'années, plus même. Jusqu'à ce que du coup tu quittes la fonction publique pour lancer justement plusieurs boîtes. Boîtes en famille toujours. Toujours en famille, il y en a eu vraiment pas mal. La première que j'ai montée s'appelle X-Lab, elle existe encore. Ouais. Donc c'est plutôt genre labo R&D, activité SEO, puis c'est aussi ce qui porte nos activités de formation d'ailleurs. Et puis après Babar. Il y a eu d'autres aventures entre-temps, on ne va peut-être pas toutes les faire, mais puis Babar en 2019, ouais, tout à fait. Pour le petit Babar Your Text Guru. Ça, c'est beau. Et beaucoup d'éditions de sites aussi, vous en parlez depuis. Ouais, tout à fait. Vous avez commencé en passionné, c'est ça, en amateur. Ouais, on a commencé il y a longtemps. Alors, peut-être Guillaume qui peut mieux en parler, d'éditions de sites, s'il est présenté après. On a commencé en 99, je crois. Oui. Ok, c'est cool. Mais je le laisserai en parler. C'est mon frère. Ils font même nos intros. Ça fait vraiment pas mal. Rien à faire. Guillaume, bienvenue aussi. Du coup, toi, t'es né le 19 août 1982. Tu es né, alors c'est pas exactement le même jour, mais en tout cas, à cette date, il y a aussi Bill Clinton qui est né. Et une autre figure illustre, Mathias Pogba, le frère de Paul Pogba. Et donc voilà, on s'est dit comme il y avait des frères, on va les récupérer aussi. Donc voilà. Alors il a mal fini apparemment récemment, je suis beaucoup le football, donc voilà, on n'en parlait pas trop. Et du coup, toi, c'est ce qu'on disait, tu as commencé le web en étant éditeur, webmaster, développeur, un peu tout apparemment.
Et c'est un site culturel qui, il me semble, existe toujours parce que je l'ai vu, je crois, dans votre formation. Ouais. Ça s'appelle cree9.com, c'est Oui, ça? c'est ça. Moi, je dis Crinen, mais tout est admissible. Je sais, je suis alsacien, alors moi, N-E-I-N, c'est Nine. Je pense pas la plupart des gens en vérité. Oui, site culturel qu'on a monté avec des amis au lycée, donc ça commence à faire longtemps. Et c'était amusant parce que c'était le début du SEO pour nous et on faisait du contenu littéralement. Ok. Et on faisait du contenu, on allait faire de l'achat de liens, enfin on n'achetait pas, on se débrouillait pour avoir des liens, beaucoup d'échanges de liens et c'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est cool. Ouais. Et du coup, quand tu dis site culturel, c'était pour parler un peu de Ah, tous les c'était sujets musique, culture. livres, jeux vidéo, cinéma, magazine, télévision. C'était vraiment culture Ok. vraiment très large. Super. Et c'était assez amusant. À l'époque, on se prenait un peu pour des journalistes. Ah oui, Maintenant, on dirait influenceurs. Mais... ouais. Mais Cyril Beccaro, c'était rien à côté. c'est amusant parce que c'est d'ailleurs la rubrique télé qui nous a vraiment lancé en tant qu'activité, grâce à Love Story, donc c'était en 2000. Oui, j'ai vu cette 2001, anecdote. 2011, C'était énorme. 2001. Love Story. Et oui, d'un jour au lendemain, Ok. on a fait x10 sur le trafic. Et c'était quoi en fait? Vous avez commencé à écrire sur le sujet et comme il y avait peu de contenu à l'époque, Il y avait peu de contenu à l'époque. Il y avait peu de gens qui publiaient sur ce sujet précis. C'était en plus une grosse polémique parce que c'est la première fois qu'il y avait des télé-réalités. Les gens cherchaient vraiment à se renseigner. Donc voilà, il y avait tous les éléments pour faire du buzz. ouais, Et c'est vrai qu'à l'époque, hein, on dit éditeur, mais c'était pas du tout notre arrière-pensée en fait. Hein. On était, c'est surtout les plus jeunes que moi. Ouais. L'objectif c'était de faire un site web et parler de ce qu'on aime en fait. Ouais. C'est tout. Hein. Et il se trouve que ça a marché. oui, c'est clair. Un Ouais. peu le hasard. Ouais. Oui, c'était plutôt l'idée de créer un média, de parler de ce qu'on aime entre copains, copines ou autres, et ensuite, ça monte un petit Ouais, peu. au début, il n'y avait pas d'arrière-pensée. Ouais. Et avec, du coup, je crois que c'était 10 000 visiteurs uniques par jour à partir de Love Story. À partir de Love Story. Est-ce qu'à ce moment-là, vous êtes lycéen? Bon, toi, du coup, je pense que t'étais plus lycéen. Est-ce que, du coup, il y a un peu une réflexion de monétisation ou ce genre de choses? Il y a une réflexion de monétisation plutôt un petit peu plus tard, parce qu'on avait des frais de serveur, etc. À l'époque, ça coûtait assez cher d'accueillir autant de gens. On est monté assez vite à 20 000 visiteurs par jour. Ça commence à être un peu plus important. Pour financer l'hébergement, voilà, on a dû trouver un peu de revenus. Donc à l'époque, c'était des pubs au CPM. Ça rapportait des dizaines d'euros pour chaque 1000 personnes venant, ce qui est plus du tout le cas dans le culturel actuellement. Dingue. Et d'ailleurs, naturellement, en fait, après quelques années, première boîte que j'ai montée, Crinen était dedans parce qu'on se disait, c'est le moment de se lancer dans ça. Ouais. C'était un peu l'explosion de la bulle internet à un moment, les prix ont bien baissé, on a varié quoi. Ouais. Mais dans l'idée c'était ça. Tu disais 20 000 du coup journaliers, c'est Ouais, ça? 20 000 Et ce journaliers. trafic venait d'où en partie sur quel jeu? C'était Google. Ok, Google. En général. Mais comme on couvrait vraiment, on écrivait beaucoup, on couvrait toute l'actualité culturelle, donc les gens venaient. Dès qu'il y a eu Google Actu, on était dedans, etc. Donc, Énorme. ça faisait bien. Oui, c'est un site Google Actu depuis. Qui est toujours d'ailleurs. Ah oui, c'est dingue. Ah oui. Alors il y a Et puis, beaucoup moins d'actu. Ouais, il faut comprendre aussi qu'en 1999, Internet, c'est pas dans tous les foyers comme ça l'est aujourd'hui. Moi-même, je pense, chez moi, on l'a eu après les années 2000, chez mes parents. Donc c'est aussi une époque différente. Ouais. Et c'est cool d'avoir un petit peu cette vision aussi. On n'avait pas sur le téléphone. C'était chronométré l'usage d'Internet. je me rappelle. Il fallait attendre 21h parce que c'était par modem et ça prenait la ligne téléphonique. Mais aussi, il n'y avait pas les médias sociaux. En plus, C'est vrai. ouais, c'est vrai. Mais c'était donc plus facile. Il y avait Oui, MSN quand même. Oui, il y avait beaucoup de DRC. Voilà. Oui, c'était vraiment. Copain d'avant, peut-être. Ça n'existait pas encore, je pense, quand on a commencé. Je sais pas si. J'affirmerai pas ça, mais Viadeo, non plus? En vidéo, sûr que non. Ok, Ouais. intéressant. Mais et c'est vrai que nous, dans la famille, il y avait une tradition aussi un peu liée à l'informatique, donc on avait tout de suite été Plongé dedans. Internet dès le début, puis bien avant l'informatique. Super intéressant. Et du coup, deux derniers mots peut-être, Guillaume. Donc, tu as fondé YourTextLogo avec Sylvain qui est là. Ça, on le sait. Ça s'est fait après une formation, il me semble, tu nous as raconté. Donc, une formation Oui. que tu avais fait de rédaction, quoi. oui, en fait, Et tu t'es dit, il manque quelque chose, quoi. déjà, on faisait la formation avec Sylvain où on parlait de comment optimiser pour la sémantique. On avait des indicateurs, on dirait il faudrait faire comme ça et tout. Et puis un peu plus tard, moi j'ai fait ce qu'on appelait un live à l'époque,
où j'ai mis un peu de code et j'ai montré aux gens. Et là, on m'a dit, il faut monter un outil. On m'a dit, en fait, Frédéric Bobet, il est un de nos associés toujours, a dit, en fait, vous devriez faire l'outil qui correspond, parce que sinon quelqu'un d'autre va le faire, et on en a besoin en tant que professionnel du SEO, il faut y aller. On s'est dit, allons-y, voilà. Voilà. Et pour aider, il y avait une quatrième personne, on va dire. Donc il y avait Benoît Chevillot aussi, qui est toujours associé. Et donc tous les quatre, on a monté Your Text Guru à ce moment-là, sur une idée de Fred, puisque nous, on était plus dans la formation et voilà, dans une forme de partage un peu différente. Et finalement, on a monté l'outil un peu comme ça. Et l'outil a eu plusieurs vies. Celui qu'on connaît aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qu'on a fabriqué au début, à part le nom. Mais ça a gardé toujours le même nom. Ça a gardé le même nom. Mais au début, on ne savait pas comment faire un outil, en fait. On savait comment faire les algos, comment s'en servir. On ne savait pas comment le faire. Donc, on a beaucoup louvoyé pour trouver le bon format, etc. J'aurais été curieux de voir la version 1 de Your Text Guru. Les screenshots. Il y a encore, je pense qu'il y a quelques screenshots qui traînent. Il faut juste se dire, au tout début, l'idée était que l'outil soit rapide. Donc, c'était, vous voyez, Wikipédia à l'époque. Ça ressemblait un peu à ça. Ah oui, d'accord. Il n'y avait pas de couleur. C'était le site de l'URSSAF. C'est ça, HTML pur. Et du coup, est-ce que vous voulez peut-être dire un mot sur Your Text Guru, présenter juste un petit peu l'outil, voilà ce que ça fait, comme ça. On peut dire un mot. Certains auditeurs ne connaîtront pas, donc. Oui, Your Text Guru, c'est un outil qui sert à optimiser les textes pour Google. L'idée est en fait de dire, vous savez écrire, vous avez l'habitude d'écrire, mais vous n'avez peut-être pas envie de vous embêter à avoir une casquette SEO, ou peut-être que si vous avez une casquette SEO, vous ne savez pas exactement comment faire. Et quand je dis ça, c'est pas vous êtes mauvais SEO, attention, c'est Google classe des choses. On a beau avoir une connaissance, parfois du jour au lendemain ça change chez Google, il y a des ajustements, etc. Et donc à un moment donné, soit il faut être toujours à jour, il faut être toujours en train de regarder toutes les SERPs tous les jours, ça devient compliqué, ou alors il faut utiliser un outil qui va aller déconstruire Google à chaque fois, et donc on a comme ça ce passage. Et donc l'idée vraiment c'est de dire, c'est une aide à la rédaction. Tu rédiges normalement, et derrière, nous on dit, c'est bon, c'est pas bon, ou alors va dans telle direction. On essaye de pas être trop précis sur là, fais exactement comme ça, parce que c'est désagréable pour tout le monde. Oui, bien sûr. Quand on voit bien, à l'époque, on disait aux gens, il faut mettre 1% de fois tel mot. Donc les gens mettaient 1% de fois. Dans ce et on lisait les textes. évolue aujourd'hui. Quand on lisait les textes, ça arrachait les cheveux, c'était invivable. Donc il faut quand même de la rédaction un peu plus naturelle que ça. Très clair. Et bon, on en reparlera après, mais là on a parlé de l'optimisation, mais moi qui suis un gros utilisateur de Your Text Guru, je vais aussi l'utiliser pour des choses comme ma recherche de mots-clés ou comme la gestion de mon maillage interne. On en reparlera, mais c'est pas juste un outil de rédaction, c'est aussi beaucoup plus loin que ça, et on aura l'occasion d'en reparler, mais avant ça, je propose qu'on passe à la section suivante, qui est la marmite du SEO. Allez, Jingle. La marmite du SEO, le concept il est tout simple, c'est de vous poser une question. Comment vous êtes tombé dans la marmite du SEO? Astérix, Obélix, en plus on en a deux, donc c'est parfait. Racontez-nous ça. C'est pas qui est Astérix. On ne sait pas non plus. Vas-y, Guillaume, toi, je viens. Moi, dans la marmite du SEO, c'est forcément relié au site culturel dont on parlait tout à l'heure, crinen.com. Vous voyez comment je le replace habilement. C'est bon. Il est plus monétisé. Il y a plus grand monde qui écrit dessus. Il a des pratiques SEO d'il y a 15 ans, je pense. On mettra le lien dans la description. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est toujours intéressant. En fait, à un moment donné, on a vu qu'on arrivait à avoir des visiteurs, un peu par coup de chance au début. Puis on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait provoquer ça. Et on a commencé à regarder un peu les communautés qui parlaient de SEO sur Internet. Donc c'est vrai que très vite, on est allé sur les forums, WebRank Info, il y avait aussi le Webmaster Hub. Voilà. Avec des gens qui, pareil, avaient un peu les mêmes interrogations. Ils avaient des sites, ils voulaient qu'il y ait plus de monde et tout le monde découvrait. C'était vraiment la découverte pour tout le monde, pour le coup. Et donc, je dirais que là, la passion du SEO est arrivée parce qu'il y avait vraiment une synergie entre les gens. Les gens avaient tous envie de découvrir. Ils étaient tous un peu sur le même pied d'égalité. Il n'y avait pas encore d'ego et tout. Donc, c'était plutôt pas mal. Ça donnait envie d'y aller. Alors, moi, je vais compléter un truc parce qu'il a donné 2 forums, mais en fait, celui où on était tous, c'était un autre forum qui est SEOsphere, qui est un forum historique qui était tenu par quelqu'un qui s'appelle Cad, qui
qui est toujours dans le SEO, je pense même beaucoup plus discret maintenant. Ok. Et la plupart des personnes très en vue dans le SEO, qui sont là depuis très longtemps, depuis une vingtaine d'années, c'est ce qu'on peut dire, viennent tous de ce forum en fait. Ok. Paul Sanchez, Laurent Boisdou, on était tous en fait. Et il y avait des réunions, enfin voilà, on avait des trucs dans un bar qui était Place des Terres dans le 17e. C'est bien. Il y avait un groupe comme ça qui représentait probablement quasiment tous les référenceurs qui étaient en Ile-de-France, ceux qui pouvaient venir. Mais globalement, c'est là où beaucoup de choses se passaient. Et donc il y a une passion qui a été créée aussi par le groupe. En fait. C'est au-delà de l'aspect purement mercantile, puisqu'il y avait quand même un peu d'argent en jeu, mais pas tellement par rapport à maintenant, par rapport au truc. Il y avait vraiment cet aspect, on fait tous ensemble quelque chose, des discussions et tout, c'était très sympa. Et c'est vrai que ça prouve encore une fois quelque chose, c'est que quand tu sors un peu de ta zone de confort, que tu publies du contenu, que tu commences à publier, en fait, il y a un peu une roue qui s'enchaîne, qui te permet ensuite de rencontrer du monde, qui te permet ensuite finalement de créer votre métier aujourd'hui, où vous êtes créateur de SaaS, finalement, d'outils SEO, alors que c'était pas du tout ça au départ, et que c'était pas forcément votre spécialité, mais petit à petit... C'était vraiment une ambiance très différente, hein. On parle, c'est il y a longtemps quand même, hein. Notamment, par exemple, il y a eu beaucoup de concours SEO qui ont été faits à l'époque, à partir de 2003 jusqu'à 2007-2008, il y en a eu vraiment pas mal. Et ce qui est amusant, c'est que, en fait, on se mettait ensemble dans un concours. Il n'y avait rien à gagner à part se foutre de la gueule des autres. C'était vraiment très différent. Donc, il y avait une ambiance vraiment un peu de pionnier qui existe moins maintenant, il faut le dire, mais sans dire que c'était mieux avant, hein, mais qui était différente. Et nous, c'est vrai que c'est plus l'aspect humain qui a fait qu'on Et je trouve ça vraiment cool parce que je crois que vous êtes les premiers invités qui ont vraiment connu le SEO d'avant, sans mauvais jugement. Voilà. Et donc c'est intéressant parce que autant pour nous, ça fait quoi, peut-être 6-7 ans maintenant, mais ça fait quand même moins que vous, un petit peu plus. Donc vous avez vraiment dû connaître le SEO d'avant versus le SEO d'aujourd'hui qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique, il y a plein de piliers qui sont levés, des événements qui sont ajoutés. Avant, je pense que sur des mots-clés qui étaient tout petits, c'est un titre, un petit peu de contenu permettait ça n'avait rien à voir. Le ranking, vous avez dû voir. C'est quoi justement, si vous me donnez de dire 3 points vraiment importants qui ont changé entre il y a le SEO d'il y a 15-20 ans et le SEO d'aujourd'hui avec l'IA, par exemple, de 2024. Alors avec l'IA, sans compter l'IA, le SEO 2024. Mais le plus gros changement, il y a eu deux moments où il y a eu vraiment de très très gros changements, enfin 3. Le premier, c'est l'update caféine de Google. Je pense qu'il y a vraiment été le plus gros changement. C'est là où il y a le page rank thématique, etc. Donc là, tout a changé dans le linking en fait. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être en dire un peu plus aux personnes qui nous écoutent oui, avant la mise en place du page rank thématique et tout ce qui est associé, grosso modo déjà le page rank était calculé mensuellement en fait, une seule fois par mois. Ce qu'on appelait la Google Dots. Donc on faisait du SEO. Et puis à la fin du mois, grosso modo, au début du mois suivant, tu savais si ça marchait ou pas. Tu vois, pendant un mois, t'en profitais, puis après, c'était revenu en jeu en fait. C'était vraiment complètement différent. Et puis les pratiques de linking, en fait, Google, dès qu'il y avait un lien, c'était un lien. Et je me souviens, par exemple, il y a le concours Tiger l'Osmose, qui a donné le nom d'ailleurs à Paul Sanchez, si c'est Tiger SEO. Nous, on est arrivé 3e ou 4e du concours, et le seul truc que j'ai fait, c'est pratiquement. On a fait le truc bien, tu vois. Et moi, à l'époque, je donnais des cours dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Épitard. Et j'ai dit, j'ai besoin de lien vers un site web pour m'aider pour un concours. Et il y a un élève qui était le fondateur d'un très très gros site, je ne vais pas dire lequel, d'information hardware, tech, etc. Voilà. Et ils m'ont mis un lien footer, donc on a eu 700 000 liens, et paf, directement, on a été propulsé. Ça ne fonctionne pas, ce genre de truc maintenant. Et l'update caféine, en fait, avec le page rank thématique, ce qu'ils ont fait chez Google, c'est de dire il faut que les liens soient contextualisés, etc. Les pratiques qu'on connaît maintenant. C'est un peu raisonnable. Voilà. Et ça a vraiment tout changé, en fait. Le linking qu'on nous aide de 1.1. Il y en a eu après, mais pas le même. C'est ça. Et puis après, il y a eu d'autres gros passages. Il y a eu Pingouin, bien sûr, l'anti-spam, et puis plus récemment, tout ce qui est autour de BERT. Peut-être juste un mot peut-être sur le PageRank pour le définir, parce que c'est vrai que c'est un concept, dès que tu rentres un peu dans le SEO, tu le connais, mais on sait aussi qu'il y a des personnes qui nous suivent qui le connaissent un petit peu moins. Donc ça vient de Larry Page, qui était un des fondateurs de Google. Ça n'a rien à voir avec le mot page, donc c'est pour ça que ça s'appelle le PageRank. Et en gros, le concept qu'utilise Google un petit peu, c'est que quand il y a un lien vers une page, ça lui donne en quelque sorte un vote.
Et pendant longtemps, le lien, quel qu'il soit, c'était un bot. Et là, ensuite, il y a eu cette mise à jour qui a fait qu'on a regardé le PageRank thématisé. Donc un lien d'une même thématique donne plus de puissance, un lien placé en haut d'une page, il y a un certain nombre de règles, et d'ailleurs toutes ces règles vous en parlez dans votre livre, La puissance du lien, qui en plus il me semble en PDF est gratuit. Tout à fait. Donc et moi j'en profite pour le dire, il y a 2 livres gratuits dans ma vie que j'ai lu, que je trouvais que c'était vraiment les meilleurs livres, et le vôtre en fait partie. Et le deuxième, c'est l'almanach de Navarre. Un bon voisinage pour Et vraiment, si vous voulez comprendre l'histoire du lien, l'importance du lien en SEO, qui est quelque chose que, quand on est débutant, on sous-estime un peu, vraiment, voilà, je conseille ce livre, La puissance du lien. Et puis pour la petite anecdote sur le PageRank, moi j'avais utilisé votre script Python pour calculer justement le PageRank qu'on trouvait sur une formation Cocon Sémantique. Et c'est intéressant de voir que en fait parfois les premières pages d'un PageRank ne sont pas toujours celles auxquelles tu t'y attends. Et c'est toujours intéressant cette logique d'ascenseur pour quand on a par exemple une page hyper importante d'un point de vue business ou autre qui se retrouve en bas de ton PageRank, de te dire ok, comment je vais pouvoir la remonter en utilisant le transfert de jus de mes pages qui sont au-dessus de celle-ci. Et j'ai trouvé ce script vraiment très intéressant. Je l'ai utilisé pour plein de clients et merci pour ça. Mathieu, c'est fait pour. Mais d'ailleurs, on a une question sur les liens, mais ça vient dans la dernière partie. On va pas prendre on a envie de trop de questions là. Voilà, ça c'est bon pour le watch time. Du coup, on va traîner. Est-ce qu'on lancerait pas la suite et le pain sur la planche? On va lancer le pain sur la planche, exactement. Jingle. C'est parti pour le pain sur la planche. Donc, comme son nom l'indique, on va s'intéresser de plus près à votre quotidien de SEO et d'entrepreneur de manière générale. Quelle est, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites avant même de prendre votre café? Allez-y, vous êtes libre. Vas-y, Guillaume. J'enlève le mode avion. Et du coup, je reçois toutes les notifs qui sont passées pendant la nuit. Ok. Tu jettes ton téléphone de manière spéciale. Mais généralement, ça se passe plutôt bien, donc tout va bien. Après, je vais prendre mon petit déjeuner. Et après, je regarde mes mails. Ok. C'est la première chose, pour voir s'il y a des choses spécialement urgentes qui changeraient la journée. D'où comme l'invitation sur Position 0 aujourd'hui. Et puis ensuite, si je vais plus loin, je parlerai pas de ça. Si je vais plus loin après, la journée commence, je réponds au premier mail. Assez vite, je fais un stand-up avec les équipes de dev. Parce que chez Babar, je suis product owner pour YoTestGroup et Babar.tech. Combien de devs? Le stand-up est fait surtout avec l'équipe de front, donc on est 3 devs au total. Ok. Mais on a aussi toute une équipe. Donc chez nous, c'est un peu bizarre. Nous, on appelle back. Mais même toi, tu fais un peu de dev en soi pour. Chez nous, on a une différence un peu bizarre. Ce qu'on appelle le front, en fait, fait toute la pile de sites web, tout ce qui est Laravel, tout fait tout. Ce que les gens appellent full stack souvent. Voilà. D'accord. Chez nous, le front, c'est full stack. Ok. Derrière, qui va être du script en Java, en C++, etc. C'est ce qu'on a suggéré par l'équipe qu'on dit back. Voilà. Ok, d'accord. Ouais, c'est une vision intéressante. On précise, c'est des langages de programmation à chaque fois, la Ravel, Java, c'est voilà, c'est juste. On va mettre un lexique. Voilà. Et donc cette petite réunion, et puis après les tâches courantes, et c'est vrai que c'est très variable selon les périodes de l'année et selon les projets en cours. Actuellement, c'est vrai que c'est beaucoup de support, de relations clients, de commercial aussi, et de définition des prochaines briques qu'on va mettre dans le YoTestGroup, par exemple. Souvent, c'est sûr. Ouais. Très clair. Très bien. Sylvain, c'est à toi. Alors moi, c'est une journée très différente. Alors, déjà, il faut voir un truc, c'est que chez Babar, qui englobe Babar et YoTestGroup, c'est moi le patron. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tâches qui sont des tâches de patron, en fait. C'est pas pour le dire, je suis fier d'être patron, mais ça change un peu le truc. Donc, moi, je me lève à 5h30, je prends une douche froide d'abord, et je fais 2 heures de sport. Non, c'est J'allais dire, le mot on en parlait en plus tout à l'heure. Je vais pas donner mon avis. Est-ce que tu fais ton étirement pendant 30 minutes, tu regardes l'horizon avec ton café, tu mets de c'est musique? un truc, je me lève plutôt tard, en fait. Ok. Voilà.
Je vais chercher mon café et je lis mes mails et je regarde toutes les notifs devant mon café. Moi, par contre, je n'éteins pas les notifs la nuit, donc parce que comme des fois je me réveille la nuit, j'en profite pour traiter une partie des trucs. Voilà. C'est mal, mais c'est comme ça. La première chose que je fais, une fois que j'ai traité tous les mails urgents, vérifier l'argent qui rentre, parce qu'il y a des notifs Stripe, etc. C'est important de vérifier que ça rentre. Après, j'enchaîne souvent des réunions clients. Chez Babar, en fait, on a plein de clients, puisqu'on est un SaaS, donc on a plusieurs milliers de clients, mais il y a des clients qui ont des offres d'accompagnement, etc. Et donc, toutes les réunions avec des clients pour l'accompagnement, c'est toujours un truc que je mets en début de journée, parce que c'est là où on est encore raisonnablement frais. Et on sait que si un client nous attend en fait, toute la journée de saboter tant qu'on ne lui a pas répondu, en fait, ça prend la tête. Quoi. Donc, je m'occupe de ça, notamment par exemple, il y a des journées qui sont entièrement dédiées aux clients. Par exemple, le mercredi, c'est souvent une journée de discussion client. Voilà. Ensuite, généralement, sur le coup de 11h, 11h30, j'appelle Guillaume pour les points techniques. Lui, il fait les stand-up et tout. Moi, j'apprends à dans la boîte. On discute de la stratégie, etc. Et l'après-midi, ça dépend vachement des trucs. Je fais beaucoup de commercial. Tout le commercial. Alors, on est plusieurs dans la boîte à faire du commercial. Notamment, il y a Pierre Calvet, qui est notre référent métier SEO, qui en fait pas mal. Mais quand c'est des très gros clients, etc., c'est plutôt moi. Donc je fais des démos pour eux, ce genre de choses. Et puis après, il va y avoir tout ce qui va être préparation de support pour les formations, pour tout ça. Dans les périodes de développement où il y a vraiment des arbitrages à faire algorithmiques et tout, j'en fais, mais ça c'est pas tout le temps. Le gros du travail, c'est beaucoup de réunions, ça, et puis les réunions avec les gens de l'équipe qui le souhaitent en fait, il faut être dispo, puis l'administratif, puis tout ça. Une grosse journée, d'où la douche froide du matin. Moi, je fais des c'est le soir là. et globalement, je bosse tous les jours de la semaine de toute façon. Ok, d'accord. Ouais. En fait, le truc c'est que sinon les choses s'accumulent. Bien sûr. Et après, c'est bien compliqué. Et d'ailleurs, d'où vient ce nom, Babar? Ah, voilà une bonne question. C'est une question qu'on nous pose souvent. Je vais d'abord dire tout ça ne vient absolument pas d'un éléphant qui plaît aux enfants. J'y ai cru au départ. Même si techniquement ça pourrait être le cas parce que Babar l'éléphant est dans le domaine public depuis quelques années. Mais vous remarquerez que Babar, ça ne s'écrit pas pareil. Il y a deux B dans l'autre. Babar, c'est un temple de la Babylone ancienne. Dédié au dieu Samash, le dieu qui voit, attention, tenez-vous bien, la vérité au travers des voiles du mensonge. Ok. Et en fait, comme l'outil Babar... Profond, ça. Exactement. Et comme l'outil Babar est là pour montrer la réalité du web au travers des métriques qu'on calcule, alors, on s'était dit que c'était plutôt une bonne idée. En fait, c'était le nom du projet indépendamment du nom commercial. Ce nom vient de ma femme qui est spécialiste des civilisations antiques, qui a dit le nom. C'est un bon raisonnement. En fait, on a gardé le nom parce qu'à cause de la proximité avec l'éléphant, naturellement, tout le monde s'en souvient. Voilà. Ouais, exactement. C'est vrai Que tu combines le côté marque, tout le monde se souvient du nom, et en plus, t'as quelque chose qui signifie quelque chose derrière. Après, c'est vrai que l'outil qu'on met le plus en avant, c'est quand même Your Guru, le plus évident. Mais voilà, la boîte, c'est Babar. Ok. Et aujourd'hui, vous êtes combien à travailler sur Babar? On est 12 au total. Ok. Et vous avez un bureau ou vous travaillez chacun à distance? Alors, de base, on est tous en télétravail. Et on a quelques endroits où les gens peuvent se réunir. Parce que certains aiment bien vraiment travailler. Même s'ils sont que 2 ou 3, ils aiment bien se mettre ensemble. Mais sinon, le maître mot, c'est le télétravail chez nous. Ok. La boîte est officielle. On est au Petit Quevilly, donc à côté de Rouen. On a des bureaux là-bas. Et on a un bureau aussi en région parisienne. Pour une partie de l'équipe de dev. Et on se voit comme ça quand il faut. Mais le principe, c'est le télétravail total. Très bien, parfait. Super intéressant. Et du coup, moi j'ai une question, juste quelque chose, je vais en profiter pour creuser. Vous parlez du coup des métriques qui vous sont propres à Your Guru. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu quelques-unes de ces métriques, les métriques essentielles, et peut-être aussi le chemin de création en fait. Comment vous partez un peu du problème, j'imagine, pour vous dire ok, comment on peut au mieux répondre à ce problème avec une métrique. C'est une question, il n'y a pas de piège. C'est la fin du podcast, merci de nous avoir écoutés. Sur Babar, une des principales métriques actuellement, c'est le Babar Authority Score, qui en fait est du PageRank. On est parti du PageRank un peu classique, on va dire, auquel on a rajouté toute une brique où on fait en sorte de ne pas compter ce qui est un peu trop spammy, qui permet d'avoir une vraie représentation de ce qu'on appelle l'autorité, souvent, des sites ou des pages.
Ça, c'est la principale. Après, on a des métriques, la semantic value qui va s'attacher plus vraiment à la sémantique qui est sur les pages, encore d'un point de vue popularité, à cause des histoires de pages mathématiques. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme métrique? Semantic value, ça va mesurer en fait toutes les pages d'une SERP et donner une note de valeur sémantique. La semantic value, c'est le PageRank thématique en fait. Ok. C'est la façon dont on transfère le PageRank. Pour dire les choses, en gros, entre deux pages où il y a un lien, si les pages parlent de la même chose, il y a une bonne transmission. Si les pages parlent de choses complètement différentes, la transmission est quasi nulle. Et il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Your Text Guru. Il y a deux choses que je trouve intéressantes. La première, c'est qu'on peut aussi comparer la stratégie d'optimisation de nos concurrents en regardant leur fameux graphe de type pour voir s'il y a des mots vraiment qui sont sur lesquels ils ont beaucoup joué, au contraire pas beaucoup, et puis pour comparer un peu les scores de danger, parce qu'il y a deux scores chez vous, le score de danger SEO, pour voir si justement on suroptimise des termes, qu'on martèle trop et qu'on a un risque de spam, et au contraire le score d'optimisation, sur lequel on va voir qu'il y a une bonne cohérence sémantique autour des mots et du champ sémantique qu'on utilise. Et tu parlais tout à l'heure du fait qu'une SERP bouge et change beaucoup, et justement les guides sur Your Text Guru, je crois qu'ils sont mis à jour toutes les 3 semaines, parce que justement pour régénérer un guide sur des requêtes... Ils sont pas mis à jour automatiquement. Mais ils sont invalidés. La question, c'est qu'après 50 jours, il faut arrêter d'utiliser, et donc nous on coupe. On pourrait très bien dire aux gens, vous pouvez continuer à l'utiliser, mais on se dit, non, éviter que les gens fassent du mauvais travail. C'est super intéressant, c'est toujours à jour au final. Et donc voilà, le but est quand même de mettre à jour souvent. C'est important, surtout dernièrement, Google, depuis cet été, il y a vraiment beaucoup de modifications, ça n'arrête pas. On a une météo des SERP sur Your Text Guru et on voit que ça bouge sans arrêt. Et c'est très sectoriel, il y a des domaines. Alors moi je demande toujours alors nous on travaille pas dedans, mais les gens qui travaillent dans le domaine adulte par exemple, ils ont l'équivalent les updates qu'il y a eu cet été, donc terrifiantes. Eux ils ont l'équivalent tous les jours de cette volatilité en fait. Et donc on se rend pas compte, alors que dans d'autres domaines, par exemple dans le travel, c'est toujours tranquille en fait. Quelqu'un qui travaille dans le travel, ça peut être très compétitif. Mais Google ne change pas sa manière de faire tout le temps. Dans d'autres domaines, c'est plus ou moins compétitif. Par contre, Google fait des updates en permanence. Donc c'est vraiment des trucs, c'est assez amusant parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie différence de traitement d'ailleurs. Entre les différents secteurs et tout. Et juste pour rappeler à nos auditeurs, c'est un point important de parler du Baba Score. Ça, effectivement, c'est un représentant de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'autorité de domaine qu'on retrouve sur plein d'outils SEO, l'autorité de domaine qui est un score entre 0 et 100 de manière générale et qui permet d'attester de l'autorité de la puissance du site. Donc il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, le nombre de domaines référents, la qualité des liens, l'ancienneté du site. Et justement, par rapport à tous ces points, est-ce que justement il y en a un qui est plus important qu'un autre autant? C'est vraiment le nombre de liens qui a fait augmenter ce Baba Score? C'est vraiment la puissance des liens? Qu'est-ce qui joue vraiment de votre côté? En fait, nous on remonte à la définition de base du PageRank, pour ceux qui nous écoutent, là c'est peut-être pas, ils sont pas forcément familiers, mais c'est la notion de surfeur aléatoire. Donc on modélise le comportement de l'internaute qui se promène sur le web, on essaie de comprendre où il est. Donc nous, ce qu'on calcule, c'est vraiment ça, en même temps qu'on crawl. Je pense d'ailleurs qu'on est grosso modo les seuls à le faire comme ça, par les moteurs. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui compte, c'est donc pas le nombre de liens, mais c'est le nombre de chemins de liens qui passent en fait par une page. On va calculer. Et moi, je trouve que l'intérêt qu'il y a dans les métriques qu'on a mis en place, c'est pas tant chaque métrique séparément que de les comparer les unes par rapport aux autres. La métrique de base, qui s'appelle la value, mais qui s'appelle qui s'appelle le CF par exemple, etc. Cette métrique de base, c'est la popularité que les gens pensent avoir généralement de leur site web. Et quand on met les autres métriques à côté, qui sont des visions raffinées de cette métrique, en fait, ça permet de comprendre la réalité d'un site. On croit qu'on vaut 80 sur 100, mais en fait, si on regarde le PageRank thématique, on vaut plus de 70 sur 100. Puis si on enlève le spam, on vaut plus de 60 sur 100. Et en fait, ces décodes successifs permettent aussi de comprendre si le site il est vraiment de qualité. Parce qu'un site qui est faible en autorité, mais qui n'a pas de décote, en fait, c'est un site de qualité. Mais un site qui est fort et qui a beaucoup de décotes, c'est un site où tout n'a pas été bien fait. Mais du coup, effectivement, ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que parfois tu es sur une SERP, tu vas regarder sur, je dis un outil au pif SEMrush, et tu vas te dire, c'est bizarre, j'ai un très bon contenu, j'ai tout optimisé, j'ai une domain authority supérieure à ce qui est au-dessus de moi et je suis que 3e. En fait, certains outils vont peut-être pas faire attention à quel point certains liens sont spammy ou
et il faudrait rentrer dans chacun des outils et regarder le truc, mais du coup c'est intéressant d'avoir un peu cette décote. Il y a un truc qui est marrant parce que nous on a fait l'analyse avec Babar pour des sites français. La décote moyenne due au spam par exemple, c'est 25% sur les sites français. Enfin c'est 23 et Ah oui, quelques. ok. Et donc littéralement si tu as un site qui est ancien en France, 23% de son linking c'est en fait du spam. Ouais, c'est intéressant comme donnée. Et si un site est récent, c'est moins. Si un site est vieux, c'est plus. Mais en moyenne, c'est 23%. Ouais, c'est fou. D'accord. Et il y a des comparaisons avec d'autres pays ou c'est juste là, sur la France que c'est vous que sur la regardez France par parce que on avait besoin de regarder pour un client. En fait. Mais je pense que c'est à peu près similaire. Ça donne déjà une idée quand même du nombre de liens spammy qui sont assez énormes. Il y a des liens qui se sont faits automatiquement par des gens, sans qu'on les demande. Donc, oui, c'est vrai. En plus. Et d'ailleurs, sur Artexo, petite question qui me vient, est-ce qu'on peut aussi également l'utiliser dans d'autres langues? Par exemple, je sais pas si j'ai un contenu à écrire en bulgare, est-ce que je vais pouvoir analyser la SERP bulgare? Le bulgare, non. Mais sinon, la majorité des langues qui sont dans les caractères latins classiques, on les a dans le monde entier. Donc nous, une langue, c'est quoi dans Your Text Guru? C'est un pays plus la langue, parce que par exemple, ça va être Google en Suisse, mais Google en Suisse, il peut y avoir plusieurs langues. Donc pour nous, c'est ça la langue, c'est vraiment le couple pays-langue. Et après, on n'a pas tout ce qui est asiatique, on n'a pas ce qui est cyrillique. Déjà parce que c'est pas trop notre marché, mais au-delà de ça, c'est un traitement vraiment du langage différent. Et actuellement, ça voudrait dire en fait développer un nouveau Your Text Guru à côté. Parce qu'il y a un algo très spécifique dans Your Text Guru, donc il n'y a pas de garantie quand des langues sont vraiment très exotiques, dans le sens très différent d'autres langues, que ça marche. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez besoin de langues supplémentaires, ça peut vous arriver, vous nous écrivez au support. Et en fait, on a une espèce de liste de votes en fait, pour des langues supplémentaires. Okay. Si suffisamment de gens demandent, nous on le met en place. Il y a un surcoût, donc on le fait pas s'il n'y a personne, mais on peut le faire sans aucun souci. Super intéressant. Du coup, il y a un avantage concurrentiel, par exemple, si pour un client américain qui utilise un outil français qui ne sera pas trop utilisé par ses concurrents là-bas, parce qu'il n'est pas moins connu là-bas, je pense qu'il y a un petit avantage pour lui. Pour le coup, c'est quelque chose qu'on nous remonte souvent. Ouais, mais moi, c'est un client justement à qui j'ai parlé, qui est aux US, et justement a réussi à se méfier super vite grâce à Your Text Guru. Dans les pays d'Amérique latine, aux US, au Canada, souvent, on nous fait remonter ça que, en fait, on est les seuls qui Bah ouais, Your Text Guru. Malheureusement, j'aimerais qu'il y ait plus d'utilisateurs là-bas. Forcément, en Amérique du Sud, c'est flagrant. On a toutes les langues d'Amérique du Sud. Enfin, on en a beaucoup. Vous verrez dans Your Text Guru. Les gens des fois se demandent pourquoi, mais on est très utilisé en fait. Enfin, pas très utilisé, mais on a des utilisateurs là-bas. Et il faut voir un truc. En France, quand Your Text Guru est sorti et a commencé à bien fonctionner, en fait, ceux qui avaient Your Text Guru, ils avaient un vrai avantage. Il n'y avait pas tant d'outils sémantiques que ça, donc il y avait un gros avantage qui se resserre au fur et à mesure où plus d'utilisateurs, plus d'outils, etc. Mais quelqu'un qui est aux États-Unis ou même qui est au Royaume-Uni, il a intérêt à utiliser Your Text Guru actuellement parce que aujourd'hui, il sera un peu tout seul. Tant pis pour nous, mais tant mieux pour lui. C'est trop bien. Donc il aura un gros avantage. Moi, je l'avais clairement remarqué en tout cas. Mais moi, je vais vous dire, en 2 ans, quand je travaillais chez Skyscanner, comparateur de vol à l'époque en Écosse, donc on était une boîte née au Royaume-Uni. On m'a jamais parlé d'optimisation sémantique, on n'a jamais travaillé là-dessus, et on se basait sur des rédacteurs spécialisés sur les thèmes, mais malgré tout, il y avait peut-être des termes qui manquaient ou autres encore. Là où en France, je pense que maintenant on est beaucoup plus avancé sur ce sujet, on en parle tous, donc il faut même trouver un peu d'autres points pour... Mais il faut pas oublier un truc, la France sur le SEO a toujours été beaucoup plus avancée au niveau technique. Alors pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont devenus SEO à une époque. C'est moins vrai maintenant d'ailleurs. Et donc ça a contribué à la création de beaucoup d'outils ou d'approches très techniques en fait. Et c'est moins le cas dans d'autres pays. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, même rien que les entités nommées, je sais que c'est un petit concept qu'on retrouve dans vos guides démo. C'est vrai que c'est des trucs tout bêtes, mais c'est-à-dire une entité nommée, c'est pas forcément des termes qui sont dans le champ sémantique, mais c'est des termes qui sont liés et qui vont être recherchés aussi par des personnes. Par exemple, je sais pas, une célébrité associée à une marque, par exemple, dans laquelle ça fait sens d'en parler. Et c'est vrai que ça, tu le retrouves pas dans certains outils. Et ça peut faire la différence sémantiquement versus des pages qu'ils n'utilisent pas. Très intéressant. Écoute, je te propose, on va lancer la roulette, mais avant ça, un petit mot peut-être pour le sponsor de cet épisode. Exactement. Ça te dit. Le sponsor de cet épisode, c'est Linkuma. On les remercie. Linkuma, c'est une plateforme d'achat de liens. En plus, vous avez des liens qui ont un très bon prix. Ça recommence à 7 €, il me semble. Des liens qui poussent bien. Nous, on nous en a souvent parlé dans les dernières semaines. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a un peu testé et que voilà. On en parle beaucoup sur LinkedIn, Twitter en ce moment, comme le petit... nouveau avec un système très humain et un service pour avoir testé un service client qui est vraiment présent,
qui vous aident vraiment à vous débloquer et qui vous font des suggestions aussi de campagnes de netlinking. Des prix, franchement, très abordables. Très abordables et honnêtes par rapport à ce qu'on retrouve sur le marché. Et pour avoir discuté avec certains freelances, c'est parfois leur petit secret, comme ils le vendent, pour pousser certains sites. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le tester. Oui, ça fait partie des plateformes qu'on a testées. Alors, on teste toutes les plateformes. Ils testent tout. Je peux pas trop en dire trop parce que c'est normal. C'est un peu nos clients. Donc, mais non, c'est une plateforme qu'on a testée et qui est a priori tout à fait très bien. Allez, on vous mettra le lien dans la description de cet outil. Petite roulette du SEO. Exactement. Petite Allez, roulette. jingle. Et ben c'est parti pour la roulette du SEO. La roulette du SEO, le principe il est tout simple. On a un petit bol avec des petits papiers, des questions. Certaines questions c'est du SEO, d'autres c'est pas du SEO. Vous en tirez 3 et puis je propose que Guillaume commence. C'est ça. Au pif. Mélanger alors. Oui, il faut mélanger, oui. Une chacun et puis il y en a 2. Voilà. Regarde maintenant. Oui, il faut surtout que tu la lises à l'oral. Tu nous la montres. Voilà, sur Spotify pour qu'ils entendent. Quelles sont les étapes clés d'un audit SEO? Ah bah voilà. Ouh, c'est ambitieux. Alors, la première étape, en tant que salarié dans une entreprise, c'est de bien signer, voir que le contrat est signé. Première étape. Sinon, blague à part, moi j'aime bien, après, même si on a des méthodos, on va dire, établis au niveau de la boîte, moi j'aime bien toujours commencer par aller voir le site, y jeter un œil, essayer de m'imprégner un peu de ce que fait le client. Ça peut paraître bizarre, peut-être ça vous semble logique, mais il y a aussi, comme derrière on fait beaucoup d'approches algorithmiques, en fait, la façon dont on fait les audits, littéralement pour une grosse partie, on pourrait se contenter de mettre la data et et en regardant le résultat de la data, de faire l'analyse. Moi, je ne regarde pas le site avant d'avoir le résultat. C'était pour dire ça. Je n'osais pas le jeter ce bus, mais voilà. On va se battre entre frères. C'est clair. Ah bah c'est les frères Pogba en fait. C'est ça. Après niveau étape, souvent on commence vraiment par les basiques, c'est-à-dire voilà, les basiques. Est-ce que les titles sont bien renseignés? Est-ce que les H1 sont bien renseignés? Ce genre de trucs. Le nombre de pages c'est assez basique, les canoniques. Mais c'est essentiel parce qu'en fait, si c'est mal fait, déjà il y a un travail facile à mettre en place et qui va vite être efficace. Et puis ensuite, on regarde la sémantique, on regarde le linking, on regarde aussi les performances web. Voilà. Donc performance en termes vraiment de vitesse, optimisation. Globalement, c'est donc du contenu, de la technique et de la popularité. Oui, bah, c'est le triptyque. Il n'y a pas de grosse surprise. Hein. Après, nous, on est sur une approche très data. Donc, pour les perfs, par exemple, on mesure vraiment beaucoup de choses. On s'aide d'un outil, alors pour le coup, qui n'est pas de nous, qui est gratuit, qui s'appelle sitespeed.io, qui est, moi, je pense, le meilleur outil de mesure de performance. Oui, qui est vraiment très pratique. Disponible, qui est vraiment top, qui est sponsorisé, en fait, par le gouvernement danois. Ok. Dont on parle peu encore. Oui, parce que... Mais bon, je sais pas pourquoi. Mais vraiment un très bon outil. Okay. Et puis, donc ça donne beaucoup d'infos et on utilise aussi pas mal d'outils internes en plus de nos outils. Hein. On n'est pas sectaire, donc voilà. Et on a une grosse approche quand même sur les audits sur la partie maillage interne. En fait, on s'adapte beaucoup à ce qui est important en SEO au moment où on fait les choses. Et donc, depuis quelques années, on se rend compte que le maillage interne est quand même de plus en plus important. Je pense parce que les sites ont tendance à grossir beaucoup, en fait. Et donc, nous, on a une approche sur le maillage interne qui est assez particulière. Et on passe quand même pas mal... Enfin, c'est un des points clés vraiment plus importants qu'on regarde dans les audits maintenant. Oui. Ouais. Et du coup, est-ce que vous voulez nous dire un peu quelques points que vous regardez un peu sur le maillage interne oui, audit de maillage interne, même s'il fallait faire que ça, en fait, un peu. L'audit de maillage interne, grosso modo, on fait 3 choses. On fait passer un script comme celui dont tu as parlé tout à l'heure pour mesurer le maillage interne. Donc ça nous donne les pages du site classées par ordre de PageRank interne, et ça permet de savoir ce que le site met en avant. Et donc ça permet de faire de la micro-optimisation. Si on voit une page, elle est 4e, on voudrait qu'elle soit première. On fait des liens, etc. On modifie un peu, ça fait ça. On regarde ce qu'on appelle la dilution, Guillaume. Oui, donc la dilution, c'est en gros la quantité de PageRank qu'on met vers l'extérieur, donc notre site pair. Donc dans l'idée, on pourrait se dire, ce qu'il faut, c'est le minimum de dilution, puisque comme ça, si on a 0 dilution, on garde tout le PageRank chez nous.
Mais le PageRank, ça fonctionne avec des chemins, des routes. Et donc, en fait, le PageRank, à un moment donné, il s'en va. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails, mais à un moment donné, il y en a toujours un peu qui s'en va. Mais il faut qu'ils reviennent chez nous. Et donc, pour revenir, il faut qu'il y ait des routes qui partent de chez nous et qui reviennent ensuite. Ok. Donc, c'est peut-être dit comme ça semble contre-intuitif. Mais en fait, si on regardait de très près l'algorithme du PageRank, on verrait que c'est tout à fait logique. L'idée est de laisser toujours un peu de popularité sortir du site. C'est normal d'en avoir, c'est logique, c'est naturel. Il ne faut pas tout garder chez soi. C'est juste qu'après, il y a un boulot à faire pour aller identifier les sites vers lesquels on envoie du PageRank et faire en sorte que le PageRank, à un moment donné, revienne chez nous. Ouais, Ok. très intéressant. Et il y a un troisième point. il y a un troisième point. Et le troisième point, c'est vraiment le maillage à beaucoup plus gros niveau. En fait, la plupart des gens, c'est vrai que c'est un travers naturel qu'on trouve beaucoup chez les e-commerçants qui ont des très gros sites et chez les SEO des e-commerçants, c'est que souvent, on reste cantonné à cette vision de micro-management du PageRank. Quelles sont les pages qui sont importantes? Mais quand on fait la structure interne d'un site qui a des millions de pages, nous, on a analysé des sites qui ont 20, 30, 40 millions de pages, en fait, on fait des menus, on fait tout ça. Et donc, c'est des grosses masses qui se déplacent de popularité. Et donc, on analyse au niveau des grosses masses. Et on s'aperçoit que souvent, il y a une grosse différence entre ce que font les grosses masses et ce que fait la micro-gestion du PageRank. Et donc, une grosse partie de l'audit, c'est faire constater aux gens, parce que je n'ai jamais vu un cas où, encore plusieurs années, où c'était bien fait. Donc, c'est faire constater aux gens qu'il y a un problème. Et après, comment faire pour réconcilier les deux visions, pour avoir un maillage interne qui est le plus efficace. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs qui ont des sites en millions de pages, il y en a pas carrément, mais il y en a, par exemple, en France, leur plus gros levier SEO, très clairement, c'est le maillage interne. Mais moi, c'est un des plus gros trucs que j'ai appris dans votre formation, parce qu'on entend parler de tout, de topic cluster, de cocon sémantique. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la logique de cocon raisonnable ou raisonné. Je sais plus comment vous l'appelez exactement. Maintenant, on appelle ça cocon SEO, nous. C'est quelque chose, c'est une approche, concrètement, pour donner un exemple concret à nos auditeurs, c'est quelque chose que j'ai mis en place sur le blog de Live Mentor, où à l'époque, en fait, on était vraiment plus en mode e-commerce, où en fait, c'est simple, c'est un blog, une catégorie qui reprend une formation commune, donc marketing digital, WordPress, Instagram, etc. Et au sein de ces catégories, plusieurs articles qui parlent de cette catégorie, sur des sujets autour de cette catégorie. Et avant, on était vraiment sur une logique de cocon étanche, où on faisait les articles de la catégorie Instagram faisaient uniquement du lien vers les articles de la catégorie Instagram, et c'est tout. Jusqu'au jour où on a décidé de changer et de passer en logique plus raisonnée, où on se dit, c'est pas la catégorie qui compte, c'est le transfert de vue, c'est la cohérence sémantique. Et donc, on a justement utilisé les scores de calcul de Eurtexo pour faire vraiment les liens les plus puissants. Et donc, si c'était pertinent d'un lien de la catégorie Instagram vers, je sais pas, la catégorie Facebook par exemple, ou marketing digital, alors on le faisait. Parce que ce qui compte, c'est la puissance du transfert de vue. Et j'ai vu les résultats, mais pas un instantané, forcément, parce que c'est du SEO, mais j'ai clairement vu une différence sur certains articles importants. Si vous pouvez confirmer. Ah bah, je confirme. Oui, tout à fait, ça marche bien. T'as eu des résultats avec Eurtexo? On mettra le lien dans la description. Non, je pense qu'il faut, pour le coup, faut se rattacher un petit peu au modèle qui est derrière le PageRank. L'idée qu'en fait, ce qu'on essaie de mesurer, c'est le nombre de personnes qu'il y a sur une page. Donc, une page elle est populaire s'il y a du monde dessus. À un moment donné, si avant tu avais des silos vraiment très étanches, les visiteurs qui sont là, ils sont obligés de rester dans le silo. Ils peuvent pas partir. Ouais. Et donc, en fait, c'est ce que j'évoquais avant. Donc, je suis allé un peu plus loin dans les détails que la question d'avant. Mais quand il peut pas partir, qu'est-ce qu'il fait le visiteur? Il part quand même, c'est juste qu'il va ailleurs sur le web, il est téléporté, on appelle ça. Donc en fait, c'est du PageRank perdu. Quand on est d'un coup à mettre un maillage sémantique plus complet, le visiteur, il se barre plus du site, il reste sur le site, il va ailleurs, il revient, et donc finalement, il vient plus souvent sur le site web. Là, on parle d'un visiteur imaginaire. Voilà, juste pour préciser, pour les auditeurs, on parle vraiment de virtuel, où en gros, un lien vers chez toi, on imagine que ça vaut en quelque sorte un visiteur qui vient d'une page à une autre. Voilà. Et Google est très dépendant de cet algorithme, un peu qui est leur algorithme de départ en quelque sorte. Sûr, et du coup, aujourd'hui, en le comprenant bien, ce que peu de gens font, on peut avoir un peu un avantage compétitif. Complètement. Et si tu veux, je voulais juste revenir sur le deuxième point que tu as abordé, qui était super intéressant, qui était effectivement, quand on fait des liens, l'idée c'est de conserver une partie du jeu. Je sais que les amis de Superpreuve qui étaient venus sur la saison 1, on voyait le maillage interne comme un vase. Et à chaque lien qu'on faisait, c'était un trou dans le vase et de l'eau partait, quoi. On perdait un peu de jus. Et j'ai beaucoup aimé l'idée qui est d'aller récupérer
un peu le PageRank chez les personnes vers qui on envoie le jus. Est-ce que tu pourrais donner une ou deux techniques? Par exemple, est-ce que tu fais du relinking derrière? Comment tu vas récupérer du jus sur un site auquel tu as envoyé? Ça dépend beaucoup quel est le site concerné. Ça peut être leur acheter des liens, hein, tout simplement. Ouais. Ça peut être faire des partenariats. Vraiment, c'est les mêmes techniques que d'habitude. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de secret en soi. Ouais. Donc ça montre que la réciprocité des liens n'est pas forcément comme ça. Les liens réciproques marchent très très bien. Je suis complètement d'accord, j'en ai Le fait tellement. problème, c'est que au bout d'un moment, quand tu fais que des liens réciproques, il faut qu'ils soient quali. La patrouille a envie de passer par là et de taper dessus. Il faut qu'ils soient quali et puis il ne faut pas en faire trop parce que sinon ça finit par se voir. Voilà, exactement. Je suis complètement d'accord. Et c'est vrai, une fois, moi j'avais quelqu'un, je me rappelle, qui voulait m'acheter un lien sur mon blog sur la bière et qui me disait ouais non mais j'ai dit bah c'est payant tel prix, moi je veux pas payer ce prix là et tout. J'ai dit bon bah sinon on fait un lien réciproque et c'est gratuit pour chacun. Puis, ah non moi je fais pas de lien réciproque parce que ça marche plus. Je dis ouais mais à un moment sur le web il y a forcément des liens réciproques bien aussi, sûr, il faut aussi comprendre ça donc mais effectivement tout est dans la mesure. Il y a des cas super naturels quand un e-commerce qui fait un lien vers un de ses fournisseurs, le fournisseur qui fait un lien vers le e-commerçant, par exemple, c'est naturel. C'est des trucs qui sont comprennent. Et tu peux même aussi, dans le cas où je sais, on avait acheté on avait fait des placements, on avait fait un placement sur un site et on avait acheté des liens sur ce site pour pousser la page sur laquelle notre lien externe est contenu. C'est du relinking. C'est le revival des anciens liens. Ça marche très très bien pour la presse. Très bien, trop bien. Trop de trucs à dire, mais faut un deuxième. À moi, dis donc. Il y a un code couleur ou pas? Non. C'est le hasard, on n'avait plus de papier blanc. Achat de lien ou backlink organique. Je le montre. Voilà, on montrer que c'est bien ça. Alors, moi, j'ai pas de religion là-dessus, en fait. Ce qui compte, c'est d'avoir des liens. Donc, voilà. Backlink organique, en fait, l'achat de lien, c'est une méthodologie. Backlink organique, c'est un type de lien. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse comparer comme ça. Mais globalement, aujourd'hui, faire de l'achat de lien, c'est nécessaire. Faut pas se mentir, parce qu'il est impossible d'avoir les volumétries quand on est dans un truc compétitif qui soit compatible avec l'attendu en faisant de l'organique. Après, de l'organique, qu'est-ce qu'on appelle l'organique? Est-ce que payer quelqu'un à faire des relations presse, c'est faire de l'organique? Bah, pas tellement. En fait. Donc, l'organique, c'est vraiment faire parler de soi avec du link baiting, avec tout ça. Oui, dans l'idée, c'est mieux parce que ça fait des liens que personne d'autre n'aura. Voilà, c'est top. Après, pour en avoir, aujourd'hui, faut s'accrocher. Donc, bien sûr, l'achat de liens, c'est la priorité. Moi, aujourd'hui, je ne vois pas de campagne de création de contenu ou SEO sans campagne de linking avec de l'achat, parce que c'est le meilleur moyen de le faire. Quoi. Et ça fait plaisir de l'entendre, parce qu'on voit beaucoup certaines personnes, des fois, qui vont dire l'achat de rien, rien ne sert à rien. C'est vous jouez avec l'algo de Google, vous le manipulez, mais oui, alors c'est vrai. On joue avec l'algo de Google, on le manipule, c'est vrai. Moi, je préfère. En fait, le truc, c'est ok pour obtenir des liens bien organiques ou le plus organique possible. S'il faut passer 2 jours de boulot, à un TJM de, on va dire, 600 balles, 1200 balles le lien. Pour 1200 €, on peut en avoir des liens. Google n'interdit pas l'achat de liens, quoi. Je devrais pas dire ça. Il peut pas vraiment savoir en soi, tu vois. C'est toi qui a été le chercher, ou il n'a pas moyen de dire là il y a un chèque qui est passé. Mais bon, on a déjà vu des gens acheter massivement des liens, sur le massif, se faire bannir. Forcément. Mais bon, aujourd'hui, c'est difficile de faire du SEO de manière compétitive sans acheter des liens, ou alors il faut des budgets vraiment invraisemblables. Complètement. Et alors, il y a peu de gens qui peuvent dire moi j'ai pas besoin d'acheter de liens. Voilà. Sauf dans certaines petites niches. Oui, mais mais ces gens-là n'ont pas. Ça, c'est un truc. Quelqu'un qui dit j'ai pas besoin de liens, j'ai pas besoin de tout ça. En réalité, ce qu'il faut entendre, c'est je n'ai pas besoin de SEO. Si on est dans un domaine où il suffit d'écrire un contenu pour ranker comme ça, pour ranker. En fait, c'est un domaine où il n'y a pas de compétition. Alors moi, je rêve d'en trouver encore. Mais il y en a genre dans l'immobilier, c'est pas possible. Ça, par exemple, c'est une niche guerrière. Il y a plein de domaines où c'est plus possible. Voyage, immobilier, et on parle même pas des thématiques plus. Des thématiques sanguines. Voilà, exactement. On parle même pas des thématiques. Et c'est ce qu'on disait dans la saison. Il faut voir les positions comme un loyer.
Ouais, C'est pas parce que t'es en P1 aujourd'hui que tu le seras demain. Et Non, c'est sûr. il faut toujours travailler tes liens, travailler ton. Mais je le vois sur des mots-clés hyper concrets comme formation marketing digital. D'un mois sur l'autre, tu peux passer de la P1 à la P4. Et je vais en profiter pour caser un truc, puisque moi, c'est mon dada pas mal, c'est la notion de SEO défensif. Quand on est premier, on ne s'arrête pas. Ouais. Il faut trouver Très clair. la juste dépense qui permet d'entretenir sa première position, parce que c'est plus facile d'entretenir une top position qu'une fois qu'on l'a perdue, c'est dur de la remonter. récupérer. Et donc, ce qu'il faut, c'est entretenir le truc. Et donc, il y a des stratégies de SEO à faire pour ça, qui sont différentes de celles qui permettent d'acquérir des bonnes positions. Comme par exemple. En fait, le schéma d'entretien du linking, par exemple, est complètement différent, parce que justement, là, le revival des liens, en relinkant des liens devient beaucoup plus intéressant dans ce cadre-là que pour gagner de la position. Parce que ça montre que les gens qui parlent de nous, eux-mêmes, réussissent à créer de la notoriété en parlant de nous, donc ça renvoie un signal qui est beaucoup plus positif. Le fait de créer, d'améliorer sa topical authority, donc l'autorité thématique globale du site, c'est plus du SEO défensif que du SEO pour l'acquisition de position, même si ça marche dans les deux cas. Hein. Mais voilà, on fait des trucs un petit peu différents. J'adore cet épisode. Sur le topical, tu parles de créer des contenus autour du mot-clé qui est position 1. Augmenter sa puissance en termes de contenu sur une thématique. Un peu plus secondaire pour augmenter le maillage aussi. Exactement. Derrière. Alors, ça augmente le maillage, tout ça. Et puis même, tout simplement, ça crée un signal de je couvre absolument tout le sujet et donc je deviens un site de référence dans le domaine. Sur ce sujet, Et est-ce que vous pouvez juste tous les deux définir là, votre revival de lien Pour moi, c'est quand on a fait de l'acquisition lien, que ce soit de l'organique, pas de l'organique, peu importe, c'est renvoyer du lien vers ces pages qui font des liens vers nous. Ok. Pour les sites de presse, qui ont souvent des articles qui au début sont très forts, puis vont très rapidement se retrouver un peu dans les méandres du site, ça vaut le coup de refaire des liens vers eux, parce que ça coûte pas très cher et ça fait revenir quand même pas mal la puissance de ces articles. Et en plus, sur la presse, ça te donne un peu de preuve sociale, je pense, en reparlant, en disant voilà, j'en ai pas. Ils ont parlé de moi à un moment. Et très intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui, être dans la presse, très souvent, ça devient payant. En tout cas, sur pas mal de médias, si tu le veux, tu dois souvent payer, que ce soit une agence de presse ou autre. Donc, quitte à avoir mis ce budget. Et si tu as un lien mais que tu n'as pas payé, généralement, c'est pas un lien dofollow. En plus, oui, exactement. Totalement. Et très bien. Et du coup, juste expliquer dofollow, nofollow pour les personnes qui sont voilà, Guillaume, la carrière. Allez, c'est la minute prof SEO. C'est parti. Quand on fait un lien, on peut mettre un attribut rel, égale rien du tout, et par défaut, il sera dofollow ou nofollow. Et que veut dire nofollow ? Ça veut dire que le lien qu'on fait n'est pas un lien qu'on aimerait vraiment faire. On le fait parce qu'on est un peu obligé, mais on veut pas vraiment pointer vers le destinataire, et donc on n'a pas envie finalement de lui donner de la popularité, de le cautionner. Donc pour Google, typiquement, ça va être, si c'est un lien vers une page où il y a de la pub, normalement on n'est pas censé faire ce genre de choses, on est censé indiquer que c'est de la pub et donc l'écarter du calcul du PageRank. Mais il se trouve que il y a des gens qui font des liens, par exemple sur les sites de presse, ils vont parler de vous, ils peuvent, certains, vous faire des liens en nofollow. Comme ça, ils parlent de vous, mais ils n'ont pas envie de vous faire de la pub parce que par ailleurs, ils peuvent vous vendre des trucs, donc ils préféraient que vous achetiez des liens, voilà. Et donc, je rajoute, en regardant par là, que les liens nofollow ne permettent pas de garder la popularité. Donc, quand on fait un lien nofollow, la popularité est perdue, elle est transmise à l'intégralité de la communauté du web, et donc, ça ne sert à rien de faire un lien nofollow pour garder sa popularité, mais simplement, ça va indiquer qu'on ne veut pas la donner à quelqu'un d'autre. D'où l'intérêt qu'il est inutile de faire un lien interne en nofollow. Tout à fait. Un lien interne en nofollow, ça ne sert à rien. Exactement. Voilà. Merci. Et le concept du SEO défensif, je le trouve super. Moi, j'ajoute en plus, il y a aussi les mises à jour de contenu. Et en plus, vous en parliez avant, c'est qu'au bout de 50 jours, même si tu as optimisé ton contenu sémantiquement ou autre encore, faut aussi reprendre ton contenu. Et super souvent, tu as plus d'opportunités à optimiser les contenus que tu as déjà qu'à en créer des millions. Et tu as souvent des belles opportunités qui se cachent là-dedans. Alors oui, Guillaume va donner un super conseil. Je le sais d'avance. Superbe. C'est dans du conseil de Guillaume. Alors c'est vrai. Par contre, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier. Sur le contenu, si la page elle est numéro 1 sur le mot-clé que vous visez, juste, vous ne touchez pas au contenu. Je le dis là, vous ne touchez pas au contenu. Vous êtes premier sur un contenu, vous ne touchez pas au contenu. Vous ne pouvez pas faire mieux.
Bien sûr, à un moment donné, peut-être il y a un concurrent qui va venir devant et là, peut-être vous serez amené à le modifier. Mais Donc tu touches, zéro, t'es Voilà. premier, tu touches pas au contenu. quand tout à l'heure, Sylvain parlait du fait on est déjà premier sur plein de choses, on va faire en sorte de rester là et donc on va faire du défensif, on va rajouter d'autres contenus ailleurs, on va rajouter un peu de liens, etc. Mais on touche pas vraiment à l'existant. C'est pas quand vous êtes premier partout, c'est pas le moment où vous vous dites je fais ma refonte de site, ça va bien se passer. Non, surtout pas. Mais même des petits détails, hein. Moi je l'avais remarqué, on était premier sur Formation WordPress, on avait échangé, on avait mis à jour la formation, donc on avait changé les noms des intervenants et tout. On était passé derrière WP Marine, malheureusement, P3, P4. Après, des fois, c'est transitoire. Mais il y a des trucs, une modif technique qui fait qu'un slug modifié peut avoir un impact. Ça peut, ouais, totalement. En fait, si on est 3e, 4e, l'impact est léger. Quand on est premier, tout a un impact. Et donc, objectivement, quand on est premier, juste on fait rien. On profite de la vie et on boit des moritos. Pour appeler le slug, c'est la dernière partie de l'URL. Voilà. Tout à fait. Et du coup, comment tu fais si ton contenu commence à devenir obsolète, tu vois? Tu vas pas attendre qu'on te relègue à une position. C'est une très bonne question. Genre, ton contenu commence à être faux. Un jour, voilà, oui. Voilà, même en gros, carrément c'est ce faux. qu'on dit. Ouais. Si t'as pas le choix, il faut malheureusement le changer, en essayant de pas trop changer la sémantique. Ouais. Donc c'est une date, un truc, on espère. Si c'est complètement tout, de toute façon, malheureusement. Faut toucher du bois et Moi, attendre. j'ai vu le cas, par exemple, quelqu'un qui, donc dans le secteur de la paye, donc, c'est un secteur qui, avec une régulation qui est quand même extrême, si on dit une connerie, donc quelqu'un qui était premier sur une requête importante, l'article faux, l'article modifié, il n'est plus premier. Ok. Voilà. Et effectivement, parce qu'à information égale, il y a un concurrent qui répond mieux, et donc c'est lui qui est passé devant. Surtout sur les sites puis j'imagine qui font des logiques de classement par exemple. Oui, alors là c'était même, il y avait qu'un seul article, mais ça suffit à, voilà, mais bon, il était moins bien rédigé. Ouais, C'est derrière. Et bah super intéressant. Et Il nous reste un dernier papier. tirer Vous le pouvez- petit dernier. papier, Je vais répondre à deux sur celui-là. Hop. Ta plus grosse colère en SEO. Non, galère. Faut que j'apprenne à lire. Je vous montre. Il y a bien écrit galère. Tu as fait des grosses galères. Bon alors. Ma plus grosse galère en SEO, c'était une grosse galère qui au final n'a pas duré longtemps, mais sur le coup ça avait l'air insurmontable. On comprenait pas pourquoi certaines pages se désindexaient sur un site, jusqu'au moment où on pense à regarder l'entête HTTP. La page s'affichait normalement, mais en fait c'était pas en code 200. Ça avait un autre code d'erreur, je sais plus lequel. Ça devait être un 500 quelque chose. Donc Google pensait que la page elle était out, et en vérité, nous en tant qu'internaute, on voyait que tout allait bien. Ça, c'est une grosse galère parce que, en fait, tant qu'on n'y pense pas, on passe à côté. Dans la plupart des outils, il n'y a pas cette info. Donc, on passe vraiment à côté. Maintenant, j'ai déjà revu plusieurs fois et c'est un truc un peu trivial maintenant qu'on traite, mais la première fois que ça arrive, c'est bizarre. Ok. Ouais. Le temps de chercher, tu cherches pendant 2 jours le truc, comment c'est possible? Et bah très bien. Intéressant. On peut passer à un dernier format de ce podcast, la crème de la crème. Jingle. Jingle. Crème de la crème, comme son nom l'indique, on va s'intéresser de plus près à vos spécialités cette fois. Donc on a creusé un petit peu, avec Luca on a préparé une liste de 5 questions concrètes pour le coup. On va essayer vraiment d'apporter, surtout pour nos auditeurs, des réponses concrètes sur des points clés en SEO que vous maîtrisez. La première, quand c'était noté, vu que vous connaissez bien le SEO, vous connaissez bien le fonctionnement de son algorithme, c'est est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, bon on en a beaucoup parlé aujourd'hui, mais peut-être un peu plus rapidement et concisement le fonctionnement actuel de l'algorithme de Google, Même sans rentrer dans les détails. on va dire même des algorithmes. Mais ok, aujourd'hui, Ouais, mais sinon, racontez-nous comment fonctionne Google. Je vais commencer pour pour le présenter à une dégrossir. personne qui n'est pas forcément un expert SEO. Alors pour dégrossir, je dirais Google crawl to le web et il regarde des critères. Il a fait une liste de critères sur chaque page et à partir de ça, il va faire un classement. Et il y a 2 gros critères importants, c'est la pertinence du contenu par rapport à la requête qu'on tape et la popularité des pages. Là, je vais dégrossir. Voilà. Et maintenant, je vois Sylvain. Très bien dégrossi. C'est un peu un piège. Ah oui, c'est le piège. Donc, Google crawl le web, calcule tous ces signaux. Alors, Guillaume a dit 2, mais en fait, il y en a des milliers, probablement. Et tous ces signaux, c'est comme des notes à l'école. Voilà. Et à un moment donné, c'est comme quand vous passez le bac. Voilà. On passe le bac, on fait tout un tas d'épreuves et on a des notes dans toutes les épreuves. Et à la fin, oui ou non, on a le bac.
Donc on a eu 10 de moyenne ou pas. Et donc 2 moyennes, c'est ça qui compte. Donc il y a une moyenne qui est faite, qui est pondérée, toutes les matières ne se valent pas. Dans Google, c'est pareil, il y a des notes, chaque note c'est un signal de ranking, et il y a une moyenne qui est faite pour la moyenne des notes de ranking en fait. Et cette moyenne, comment elle est faite ? Eh bien, elle est faite avec des pondérations sur chacun des signaux. Et cette pondération, et c'est ça le secret de Google en fait, parce que tout est quasiment public dans ce que fait Google. Mais le secret, c'est la pondération. La pondération, elle est calculée automatiquement par un algo d'intelligence artificielle qui s'appelle le learning to rank, et qui, selon la requête que quelqu'un tape, va avoir une pondération qui est différente. Et donc, les signaux ne se valent pas selon ce qu'on tape comme requête. Alors, quand on dit requête, en fait, c'est pas chaque requête, c'est grosso modo la thématique et l'intention. Ok. Donc, une requête commerciale, par exemple, et une requête informationnelle, même si c'est les mêmes sites web qui sont évalués, ils vont pas être classés pareil, parce que les pondérations sont pas les mêmes. Et il y a des signaux comme ça qui sont considérés de manière très différente par Google, comme typiquement la duplication des contenus, qui est un signal qui n'est pas forcément négatif. Voilà. Parce que sur des requêtes commerciales, en fait, la duplication des contenus, c'est pas grave ou c'est même légèrement intéressant d'en avoir, alors que, enfin, en interne d'un site. Enfin, en externe du site, je veux dire. Alors que, par exemple, pour de l'informationnel, c'est un vrai problème. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment l'algo principal. Et il y a autre chose que je veux dire, quand les gens se rendent pas compte d'un truc, c'est que là, les gens qui vont nous regarder, je pense, sont plus webmaster, et SEO, etc. Mais le vrai enjeu pour Google, c'est pas de comprendre les sites web, ça il sait très bien le faire. Parce que ce qui est le vrai enjeu pour Google, c'est de comprendre les requêtes que les gens expriment. Parce que c'est, en fait, en quelques mots, vous devez faire comprendre un besoin qui est vraiment très important à Google. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre pour Google. Et tous les gros algos de Google, BERT, etc., en fait, ont été faits pour comprendre les requêtes plus que les sites qui étaient déjà bien compris. Voilà. J'ai plus rien à dire là-dessus. Non, mais c'est super très intéressant. clair. Je voulais juste revenir sur un mini point, où justement, dans Your-Tezuro, il suffit pas on rentre pas juste un mot-clé, on rentre sa requête plus l'intention. C'est-à-dire. Elle est donnée l'intention. Typiquement, on peut le faire par exemple sur comment, qui, quand. Et typiquement sur ça, comment vous. Je me souviens dans l'exemple du couscous, comment tu vas chercher à sélectionner justement quelle est la bonne intention pour tel mot-clé, plus pour nos auditeurs. La meilleure intention, c'est d'aller ouvrir la page de résultats de Google. Forcément. Et de regarder quel genre de choses se positionnent. Forcément. Mais au-delà, peut-être, est-ce que tu aurais d'autres éléments à apporter Malheureusement. Alors, en fait, moi je vais spoiler un truc, c'est un sujet sur lequel on bosse dans Babar pour essayer de donner une vraie classification de l'intention des requêtes qui est fine. Et pour l'instant, on ne sait pas tout à fait. On donne des trucs, mais on ne sait pas tout à fait bien le faire. C'est un sujet difficile. Ouais, bien sûr. Et du coup, même ce que vous disiez, c'est que potentiellement, selon les thématiques, certains critères peuvent être plus importants. Typiquement, je sais pas, dans l'immobilier, ça va être plus important le lien le backlink et c'est au cas par cas. Je peux même pas dire un truc global parce que même dans l'immobilier, ça peut être différent selon les sujets, etc. En plus, mais c'est vrai qu'il y a quand même des grandes, je sais pas comment dire, des grandes tendances. Voilà. Globalement, par exemple, quand on est dans le e-commerce, le contenu a moins de valeur que quand on est dans d'autres secteurs. Pourquoi ? Parce que les fiches produits, etc., sont assez peu riches en contenu et Google doit arbitrer. Si il arbitre entre des gens qui écrivent pas grand-chose, en fait, il va pas trop regarder le contenu. Donc c'est plus la technique, quand il connaît la façon dont l'architecture, les liens internes. Les liens internes, etc. Parce qu'en plus, comme les sites sont très gros, le maillage interne va avoir beaucoup de poids. Un peu moins les contenus. Si on est du site purement informationnel, les contenus, c'est le truc le plus important, etc. Et donc, c'est le bon sens aussi. Je veux dire, il faut se mettre à la place. Imaginez-vous à la place de Google. Comment est-ce que je peux faire pour séparer deux concurrents ? Ce que vous imaginez être le critère principal qui va les séparer, c'est probablement celui que Google va mettre en avant. On peut faire des algos de machine learning pour faire ça, faire du SEO prédictif, ça marche très très bien. Mais il y en a qui arrivent à prédire les résultats de Google. Comme ça, ils l'ont dit plusieurs fois, et je crois que vous allez en recevoir un qui dit le faire prochainement. Donc voilà. mais sinon, c'est une question de bon sens. Et t'as vu, ça rejoint l'épisode de Rémi. Oui, c'est vrai. Qui lui est un spécialiste e-commerce, Rémi Nestasio. On vous met le lien dans la description. Qui disait justement en analysant son PageRank qu'il se rend compte que sur des pages à propos ou des pages de mention légale qu'il y avait beaucoup de vues, beaucoup de trafic, et justement il s'est amusé à un peu linker depuis ces pages à propos des pages catégories de canapés. Ça marche très bien. Ça marchait super bien parce que ça redistribuait énormément bien de vues et c'était une page qui était haute dans le PageRank
Et du coup, forcément, ça bénéficie aux pages plus basses. C'est le intéressant. principe de la page Prism, il me semble, le nom un peu relativement ressemblant à ça. C'est ça, voilà. Et d'ailleurs, un autre épisode e-commerce, comme on entre dans l'e-commerce, mais c'était l'épisode avec Pierre Bruyat de Mano Mano. Ouais. Et lui, en fait, ce qu'il avait dit, c'est qu'il avait remarqué que la conversion était extrêmement importante. Il avait isolé des pages et il avait réussi à augmenter la conversion sur ces pages-là. Et bizarrement, à chaque fois, ça rankait de mieux en mieux. Donc, il avait compris que le signal utilisateur avait aussi un gros impact, en tout cas, lui, dans ces thématiques. Façon, de plus en plus, Google utilise de plus en plus les signaux utilisateurs. C'est vrai que c'est donné un peu comme une espèce de recette secrète sur LinkedIn, par exemple, de faut envoyer du trafic sur les pages pour. Oui. Mais effectivement, c'est vrai, ça aide à ranker. Bien sûr. C'est ce qu'ils appellent le manipulation de CTR ou de manipulation. Ah oui, on voit ça beaucoup aussi, en ce moment sur Twitter. Ouais, alors de fait, ça manipule ça aussi, mais c'est à la fois similaire et différent, mais c'est un levier qui fonctionne. Tout à fait. Donc allez voir la saison 1, il y a quand même des belles techniques. Voilà. Des épisodes e-commerce. D'ailleurs, de marchés très proches, Mano Mano et Conforama. Exact, ouais, c'est vrai. Donc allez voir, il y a des beaux épisodes. Et du coup, on va poser la question 2 de cette crème de la crème, c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024 et qu'est-ce qu'un SEO doit faire pour se préparer un peu à Google SGE, donc Search Generative Experience, un petit peu cette idée que Google va proposer des résultats avec l'intelligence artificielle, va donner des réponses directement à ce qu'on demande. Voilà, je précise, même pour les comment auditeurs. Vous brieferez un SEO en 2024 quoi. Actuellement, je dirais, il faut absolument commencer à s'intéresser à l'IA. Il faut aller apprendre à utiliser ChatGPT et d'autres. C'est quoi ça, ChatGPT Bing Chat, chez Google, c'est un nom à part Bard, ouais. Bard, c'est ça, Bard, merci. Tout à fait, Bard. Bing, c'est copilote. Ça, non, c'est pas le nom officiel, c'est copilote. Ah bon, voilà. Ouais, vous aurez appris ça ici. Et vraiment de regarder comment ça marche, parce que pour l'instant on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Bien sûr, aux US ils ont mis en place des choses, on pourrait dire ils vont faire la même chose. C'est loin d'être sûr. Ce qui est fait aux US, ils ont l'air de quand même aussi bouger pas mal, donc j'ai pas de vérité absolue à donner, mais en tout cas il faut se former à ça parce que ça risque d'arriver. Après, c'est quand même particulier, c'est que là, on est dans un mode moteur de recherche actuellement où il y a des sites qui se positionnent, des pages qui se positionnent. Ils essayent d'être vraiment dans un moteur de réponse comme ils peuvent mettre avec la position 0, par exemple. Finalement, ce serait une position V0 un peu évoluée. Mais est-ce que c'est vraiment encore un moteur de recherche ? Bah non. Donc, est-ce que vraiment ça a sa place là ? Tout se discute. Je ne sais pas, C'est pas sûr. Moi, je serais Google, peut-être, je dirais plutôt, juste, je me contente de lancer un assistant sur le téléphone et c'est un usage différent, c'est un produit différent, peut-être. Après, il y a quand même des trucs, c'est que même si c'est en fait un chat GPT ou autre, un agent conversationnel, ça n'est qu'une interface. Okay, c'est pas un moteur de recherche. Donc même si ça a de la donnée, etc., ça sait pas répondre totalement bien. Et donc l'agent conversationnel, il a besoin d'un moteur de recherche, lui, pour répondre. Il peut s'intercaler entre le moteur et l'être humain. Et moi, je pense que ce qui va se passer dans un premier temps, c'est vraiment ça. Donc, il y aura toujours du SEO. Parce qu'il faudra toujours être bon dans le moteur. Sauf qu'au lieu de faire du SEO pour qu'un être humain trouve dans Google quelque chose, on fera du SEO pour que chaque GPT trouve dans Google ou ailleurs des résultats. Donc, ce sera un SEO peut-être différent, mais ce sera toujours du SEO d'une certaine manière. Par contre, il y a un truc qui est clair. Les agents conversationnels et tous les modèles qu'on a actuellement, l'IA qui existe actuellement et ce qu'on appelle l'IA, parce que l'IA c'est beaucoup plus que ça en réalité, mais ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui quand on fait partie de l'écosystème SEO, c'est la capacité à comprendre la langue. Ce qui veut dire qu'il y a un signal qui devient infiniment plus important qu'il ne l'était déjà, c'est la sémantique. Aujourd'hui, si on veut se préparer pour l'IA, il faut surtout se préparer sur l'aspect sémantique. Et l'aspect sémantique, c'est 3 aspects, parce que nous, on travaille dans la sémantique depuis des années, donc il y a l'aspect optimisation, ça compte, c'est important, mais il y a l'aspect pertinence et il y a l'aspect qualité des textes. Et en fait, les agents conversationnels, les modèles de langue, GPT-4, ChatGPT, etc., ils arrivent à comprendre très bien la partie pertinence, la partie qualité, etc. Et si on est dans un moteur qui est intercalé derrière, il faut que la partie optimisation soit bonne. Il faut surtout être bon sur la sémantique si on veut se préparer pour l'IA. Donc là, si on récapitule, si quelqu'un vous demande comment je peux me former à l'IA pour le SEO futur, vous lui recommandez Par contre, se former à l'IA, objectivement, aujourd'hui, c'est très simple, c'est où on se forme à faire de l'IA réellement, c'est-à-dire on se forme aux algos d'IA, mais je ne pense pas que ce soit vraiment utile dans le cadre du SEO, ou alors il faut
pratiquer, parce que en réalité, les agents conversationnels, ils sont faits pour que tout le monde soit capable de discuter avec eux. Donc il y a pas partout, il y a des formations, comment faire, etc. Objectivement, vous prenez n'importe quel truc qui explique comment faire un prompt et vous savez tout ce qu'il y a à savoir. Tout le reste, c'est plutôt, on rentre plutôt dans la logique de je te donne le tips, le mot qui vient. En fait, c'est pas se former ça. Donc, en fait, se former, c'est pratiquer actuellement. Mais il faut en faire tout le temps. En réalité, je ne sais pas combien vous passez de temps là-dessus, mais moi, j'utilise ChatGPT plusieurs heures par jour. Et pas pour tout, en fait. Pour absolument tout. Pour faire du code, pour faire des trucs administratifs, pour comprendre des trucs de facturation, pour absolument tout. Super intéressant. Une petite astuce d'ailleurs pour se former ou pour l'utiliser, un truc tout bête. Moi, au début, j'ai eu du mal à m'habituer parce qu'on n'y pense plus. Et un truc tout bête, ça a été juste de l'ouvrir sur un des écrans le matin. Et tous les jours, je le voyais à côté de moi, ChatGPT. À un moment, tu es obligé de l'utiliser parce que tu fais ah, mais pourquoi je suis en train de taper cet email de, ah ouais, est-ce que tu peux me faire. Voilà, et donc tu testes. Mais petite astuce toute bête. ChatGPT, c'est l'équivalent d'un étudiant débrouillard qui est à côté de soi. Et l'étudiant débrouillard, il sait pas tout. Il va faire beaucoup d'erreurs. Mais il est quand même. C'est ce qu'on disait ce matin, il faut le voir comme un assistant et pas un remplaçant. Ah ouais, c'est une petite main. Totalement. Tout à fait. Passe à la question. La question, elle est très simple. Elle tient en 3 mots. C'est quoi un bon backlink? Facile, ça, Guillaume. Facile. Un bon backlink, c'est un backlink qui vient d'une page qui parle à peu près la même chose que la page vers laquelle ça pointe. C'est idéalement d'une page qui est puissante, idéalement d'un point de vue vraiment autorité. Et sur un site qui est dans la thématique. Oui, c'est vrai. Tu as raison de le dire. Aussi, je partais de ce principe-là. Non, j'allais dire avant, et aussi l'emplacement même sur la page. Où est le lien? Est-ce que c'est un lien qui est en bas de page? Est-ce que c'est un lien plein texte? Exactement. Donc un bon backlink pour moi, c'est un lien plein texte. 70% qui compte du. C'était ça dans votre formation. C'était un titre indicatif. Mais en tout cas, c'est plein texte, plein texte, des pages optimisées, des pages thématisées entre elles. Et Sylvain disait que le reste du site parle de la même chose. Pourquoi? Parce que sinon, si les deux pages sont OK, mais que tous les liens qui arrivent vers la page depuis laquelle on va dire, vous achetez le lien, sont pas du tout OK, en fait, en vérité, elle n'a pas de popularité. Et la position du lien sur la page, le plus haut possible, c'est quelque chose que tu regardes aussi. Vraiment plein texte au-dessus de la ligne de flottaison. Ok, donc le plus. Et éviter aussi ceux qui ont trop de liens à l'intérieur pour pas que le tien soit trop dilué. Ça dépend ce qu'on appelle trop. S'il y en a 2, 3, moi ça me non, 2, 3, c'est pas beaucoup. Oui, je parlais vraiment de. Après, c'est une liste, non? Et justement, quand je viens pour hors achat, naturellement, je vais vraiment je me connecte à Href, je vais mettre l'URL du site et je vais vraiment regarder. D'abord, les spots qui ont le plus de trafic. Des spots aussi, ce que je regarde beaucoup, c'est le nombre de mots-clés positionnés sur la page. Tu vois, des fois, il y a des pages qui sont positionnées sur... Alors, on peut en parler, ça, après. sur plusieurs mots-clés, vraiment regarder effectivement, le trafic thématisé, au-delà du trafic à proprement parler. L'autorité, effectivement, c'est un mix de tous ces éléments qui vont permettre de sélectionner, effectivement, le bon spot et d'aller demander au-delà à la personne l'endroit où on veut dans le spot pour lui mâcher le travail et que ça aille beaucoup plus vite pour elle dans le placement. Et on parlait des mots-clés positionnés. Les pages qui ont des pages qui sont positionnées sur des mots-clés pour faire des liens, donc ça fait les belles heures d'une plateforme qu'on connaît tous. C'est pas du tout avoir des positions pour une page qui va faire un lien, ça ne garantit pas que le lien sera de qualité. Ce que ça garantit, c'est que Google n'a pas pénalisé la page, et donc le lien qui va être fait, il va être considéré, il va être compté par Google. C'est pas du spam. Après, si une page est très bien positionnée, peut-être que c'est parce qu'elle est puissante, mais ça peut être pour d'autres raisons. Là, il y a un petit pari, mais il y a des chances que ça marche. Mais en tout cas, ce que ça garantit, c'est qu'on n'achète pas un truc qui est complètement cramé. Et ça, déjà, c'est important. Nous, après, quand les rares fois où on regarde le positionnement, parce que c'est moi qui m'occupe des campagnes de netlinking, partie X-Lab, et on fait des très grosses campagnes de netlinking pour certains clients. Quand je regarde des liens positionnés, je ne me préoccupe pas de pages qui sont au-delà du top 20, en fait. D'accord. Parce que être au-delà du top 20,
Bah, en fait, c'est pas difficile. En réalité. Et d'ailleurs, la preuve, tous les éditeurs qui voulaient gagner un peu d'argent sur cette plateforme, ils créaient des contenus au kilomètre et ils étaient toujours top 30, top 40. Donc, c'est qu'en fait, c'est qu'on fait pas du. Voilà. Vous m'avez compris, je ne veux pas trop en dire. Voilà. Quand on dit positionner sur les mots-clés, je parlais pas du site en lui-même, vraiment de la requête en question. Ah, de la requête, pardon, oui. Okay. Pas du site, parce qu'effectivement, ça, sur ce point-là, je suis complètement d'accord. Tu sais, des fois, justement, tu as cette data, des fois, tu peux voir, parce que sur un mot-clé, je prends l'exemple, par exemple, sur les moteurs, on rank 1 sur le mot-clé compétences professionnelles, et ce mot-clé, il doit être positionné sur 300 autres mots-clés, des extensions de ce mot-clé, liste de compétences professionnelles, liste PDF compétences professionnelles, et généralement, plus il y en a, plus ça veut dire que ce site est positionné sur des extensions de ce mot-clé, et plus le... ça veut dire qu'il y a une belle topical authority. Ouais. Je parlais vraiment pour la page en question. Et c'est vrai que moi, quand je cherche des liens, ce que j'adore quand je trouve un bon site ou autre, c'est que je vais choisir le sujet pour lui et je vais lui choisir un sujet. Au moins, avec mes compétences SEO, je sais qu'il va se positionner et potentiellement, il va bien se positionner. Et je me dis, si ce site, il va se positionner en top 1, ça va m'envoyer du jus et ça va m'envoyer aussi du trafic potentiellement en plus derrière. Donc, super intéressant sujet. Pour rappel, pour vos campagnes de netlinking, Linkuma, les amis, c'est dans la description. Exactement. Bonne plateforme. Ouais. Et du coup, maintenant, on parle d'autre chose. Pour se positionner sur des thématiques concurrentielles, quelle stratégie de maillage interne ? Qu'est-ce que vous nous donnez comme conseil ? Vortex Gros. Pur maillage interne. Ouais. Je vais faire une réponse un peu générale. La première chose à faire, c'est de déterminer quelles sont les pages qu'on veut vraiment positionner. En fait, souvent on rencontre ce problème. Le maillage interne souvent est bizarre quand on l'analyse sur les sites. Parce qu'en fait, souvent les équipes du site ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment mettre en avant. Et donc souvent, ce qui s'est passé, c'est que le maillage interne, il distribue à tout le monde de façon un peu équivalente. Parce que personne n'a osé décider, a osé dire, là, moi, mon équipe à l'interne, elle vend tel produit, l'autre équipe, elle vend ça, mais en fait, il y en a une. Personne n'a osé froisser les autres, alors qu'il y a peut-être une des deux pages qui rapporte 2 fois plus. Ouais. Et donc, la première chose à faire, ça va être ça, et ça va être de déterminer, en fait, avec un papier, un crayon, en interrogeant les personnes qui font le site, qu'est-ce que vous voulez vraiment pousser ? Et à partir de là, en fait, je vais juste m'assurer qu'il y ait des liens entre les pages à l'intérieur du site qui sont en relation sémantique assez proche. Et puis après, une fois que ça c'est fait, je vais dire, on veut pousser cette page-là, cette page-là. Je ne vais pas trop me poser de questions. Je rajoute des liens un peu massivement vers les pages que je veux pousser vraiment. Ça, c'est la façon facile et ça pousse assez vite les pages. Ouais. Et si on veut derrière faire un double effet vraiment fort, on repère toutes les pages. Donc il y a ces pages qui sont pointées. On ne va pas voir, je suis désolé. On repère, c'est les pages qui sont pointées. Donc il y a des chemins qui arrivent à l'interne qu'on a fabriqués avec cette méthode. Et on regarde les départs de ces chemins et c'est ceux-là vers lesquels on va faire venir des backlinks. Surtout si c'est des pages plus simples à linker en fait. Ok. Ah, oui, donc vous regardez vraiment les premières pages sur lesquelles partent les liens internes. Voilà, en fait, poussez cela parce que d'un côté ça renvoie le souvent, si on est un très gros site de e-commerce, ces pages-là, elles sont dans un blog qui est compagnon du site et elles sont plus faciles à linker, etc. Parce que c'est vrai de faire un lien, je sais pas, sur Croquette Bulldog, c'est plus dur. C'est plus dur que de faire un lien sur comment choisir les croquettes pour ton bulldog qui va expliquer en détail. Voilà. Mais t'as certains sites qui même dans leur homepage font des liens vers les meilleurs articles. Ou vers. J'ai même vu un sitemap avec tous les liens internes. Oui, je sais chez qui c'est. C'était chez qui? Mais je ne peux pas le dire là. Moi c'était un site anglais pour le coup. C'était un mec qui prenait le modèle. C'est bien connu. Ok, il avait fait un sitemap et qui link tout. Un sitemap interne, du coup, qui link tout. Il fait un lien vers tous ces éléments. C'était des trucs, moi c'était dans la skincare je crois, c'était un modèle que donnait Steve Toth, un expert que j'aime beaucoup, et c'est vrai que c'était très intéressant parce qu'en fait le lien est à la racine, donc forcément le jus derrière il est multiplié. Et d'ailleurs pour les auditeurs, juste au début, qu'est-ce que vous pour vraiment avoir un peu une visualisation du maillage interne, est-ce que vous avez un outil que vous utilisez Alors, Babar, c'est facile. Babar, il y a Babar, c'est déjà calculé, il y a déjà un indicateur de PageRank interne. Après, si on veut faire soi-même, généralement ce que les SEO utilisent, c'est Screaming Frog. Ouais.
Screaming Effectivement, Frog, moi je fais avec ouais. Screaming Frog en général. Mais on pour peut le l'utiliser coup, pour le maillage, hein, et- Screaming, mais c'est... Ouais, mais c'est vraiment un c'est- très bon outil. hein. Ouais. Ouais. Du coup, vous pouvez dire un petit peu comment on utilise Screaming rapidement à un auditeur là qui est devant Screaming Frog, comment il pourrait regarder ça sur Screaming Frog. Là, comme ça, j'ai pas en tête exactement les Je crois que boutons c'est dans faut appuyer. visualisation. Oui, il y a- faut lancer le arbre crawl. de- Mais il faut lancer le crawl avec une option spéciale pour pouvoir faire la visualisation derrière. Ouais, je ne sais c'est plus quelle option. Ouais. Et après, ça permet de la faire. Ouais, Et c'est vrai que nous, on utilise ou Screaming Frog quand on a petite dimension, et dès qu'on est sur des sites conséquents, on a notre propre Votre, script. Hmm. Je sais pas. pour faire ça. Autre outil aussi, Website Auditor, qui effectivement te donne aussi cette visualisation. J'y pense, ça fait quelques temps que j'ai vu utiliser. Parfois, il y a des outils qui reviennent, mais voilà, Website Auditor, ça s'appelle. Ok, moi je ne connais pas ouais. du tout. Et Et, pareil, ça te un- donne ta visualisation, c'est assez intéressant. Qui était beaucoup utilisé par Rémi aussi. Je sais plus c'est quoi le Après, nom. t'as Cocon.se aussi. C'est pas Rank qui doit- Explorer. Non, qui c'est fait, pas Rank Explorer. Je sais plus c'était quoi là. C'était l'équivalent de. Ah, lui, c'était streaming. Sistrix. Sistrix, non, c'est plus pour la visibilité. Sistrix, ils font je- pas de visualisation. Non, c'était, je sais plus, c'était un site équivalent de Screaming Frog, mais pour les gros sites. Ah, toi, tu parles d'Uncrawl alors. Uncrawl, exactement. oui, ouais. Uncrawl. Bah, je pense que Uncrawl et Botify doivent le faire. Oui, les deux. totalement. Oui, après, ce sont des. Enfin, je sais pas quelle est l'audience que vous avez, mais je suis pas sûr que. Oui, Ouais. Uncrawl, là, on est vraiment sur du gros site. Et Uncrawl, par rapport à Botify, c'est beaucoup plus petit. Ce qu'ils font. Ouais, Ok. ok, ouais. Botify, c'est vraiment le. Mm. Ouais, mais c'est des outils, oui, qui font ça. Ouais. Qui doivent Ouais. le faire très très bien d'ailleurs, mais Ouais. qui sont pour les grands comptes. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est un point qu'on souligne souvent, c'est aussi faut aussi réfléchir un peu à ta taille de site Ouais. avant c'est pas la même un site qui a 100 pages, bah, c'est pas les mêmes priorités qu'un site Ouais. qui en a 10 000. Non, mais On disait tout à l'heure, tu fais pas Et d'obfuscation de liens sur un truc Sur qui a 100 100 pages, pages. on va pas Tout perdre du bête, temps. il y a, par exemple, il y a beaucoup de gens ont cette fascination sur le quota de crawl. Donc Mm. les performances, le quota de crawl, etc. Quand on a un site qui a 1000 pages ou 10 000 pages, juste le quota de crawl, on s'en fout. Ouais. Complet. Et donc, c'est vraiment pour les gros sites. Alors après, bien sûr, quand on voit des use cases, c'est des gens qui viennent de gros sites. On va voir Rémi Anastasio qui va venir, qui va dire, ah, voilà, c'est important, il a raison, c'est important Ouais. quand il est chez Conforama. Mais c'est pas important quand on Pour a un un petit, site ouais. de 50 pages. quoi. Voilà, sûr. ouais, totalement. Et ben on a Super. une petite dernière question, Ouais. mais on en a déjà un peu parlé, On mais a peut-être pas qu'on va parlé, faire un ouais. résumé. Ouais, cette Encore dernière question, c'était comment favoriser la circulation du PageRank. On a globalement répondu, mais peut-être si tu veux faire comme tu l'as fait tout à l'heure, de manière simplifiée, en dézoomant Voilà. un peu. Nous faire Très bien fait, d'ailleurs. nous faire le mot de la fin. Vous avez le Allez, mot de la fin. Ah, ça revient un peu à dire ce que j'ai dit sur les liens internes, en vérité. Il faut faire les liens entre les pages qui parlent de la même chose, qui sont proches sémantiquement. Et globalement, c'est tout. Et ça suffit à faire le meilleur maillage interne possible si on n'a pas de problématique métier. C'est le meilleur maillage pour le moteur. Après, tout ce qu'il faut, c'est rajouter la problématique métier qui est dire c'est telle page que je poussais ou telle autre ou telle autre. Vous voyez votre site comme si vous étiez Ikea, en fait, une boutique, enfin le magasin Ikea. Il y a toujours un moyen, on n'est jamais dans un cul-de-sac, on peut toujours aller vers quelque part, et on nous emmène toujours vers l'endroit où il faut dépenser plus de pognon. Très intéressant. C'est la même idée. Quand C'est même. beau cette punchline. C'est- bah, moi, termine bien le- Je pense que c'est le mot de la fin parfait. Et ouais. D'imaginer ton site comme un magasin Ikea et de Surtout forcer. qu'Ikea, à c'est des rester vrais dedans. bien, ils font en sorte qu'on reste bloqué Bien dedans. sûr, C'est bien dommage. sûr, mais on tourne en Ouais, permanence. ouais, on exactement. n'en sort jamais et tu finis avec des trucs dont t'avais même pas. C'est vrai, ah oui. Et t'as mangé des boulettes pendant 3 jours. Voilà, et t'as Voilà. acheté des tartes au daim et des spécialités suédoises. Et même quand tu sors, t'as encore le restaurant C'est ça. pour te rester dedans. C'est ça. Et ben super. Et ben les amis, merci beaucoup d'être Merci venus. à vous de nous avoir Merci invités. beaucoup, franchement, c'était une pure masterclass et même moi, je vous écoutais comme ça, la gueule ouverte sur le moment, donc merci beaucoup Parfait. pour ce condensé de savoir. On va passer au dernier format, qui cette fois-ci est un format où nous ne sommes plus là, puisque vous allez analyser le site de Run Garage, un site réunionnais d'ailleurs. Donc on va vous laisser la main. On va s'éclipser avec Lucas. On Voilà. remercie les auditeurs de nous suivre encore sur cette saison 2. Merci à nos invités de qualité. C'est vous qui nous permettez de recevoir des invités de la sorte. Donc merci beaucoup et je vous dis à très vite. Merci à tous. Ciao ciao. Ciao Au Tom. revoir. Ciao. Salut. Salut les gars. Salut.